Bonsoir à tous. Merci donc d'être venus suivre cette avant-dernière présentation de ce que nous appelons dans notre jargon la temporada des Clionotes à Béziers. Nous aurons encore un rendez-vous le 17 mai, cette fois-ci à propos de l'Afghanistan et du Pakistan depuis 1979. En attendant, pour ce soir, je vous avais prévenu la dernière fois, je vous avais demandé de prendre votre petite laine, puisque après avoir beaucoup travaillé sur le Moyen-Orient, je vous amène, et surtout Fabrice Jonker va vous amener sur les routes de l'Arctique. Donc vous avez reçu une présentation avec le plan, avec les thèmes qu'il va aborder avec vous ce soir. Je vous rappelle que vous pourrez trouver cet enregistrement sur le site de la médiathèque André Malraux dès qu'il aura été monté, et que vous trouverez sans doute plus vite le texte et quelques illustrations concernant le diaporama de l'intervention de Fabrice Jonker sur le site Clio Conférence que vous connaissez. Vous avez le logo qui est devant vous. L'Arctique a toujours été quelque chose qui a pu fasciner, un univers géographique qui a pu fasciner les explorateurs. Et c'est peut-être une coïncidence, mais il y en arrive beaucoup lors de ces réunions qui nous rassemblent quand même régulièrement maintenant depuis 2 ans, grâce à la médiathèque André Malraux et à la communauté d'agglomération Béziers-Méditerranée. Il y a une coïncidence, aujourd'hui correspond à la journée où est paru le 2e volume de Jules Verne, Les aventures du capitaine Hatteras, qui raconte la trajectoire d'un capitaine de navire qui, pour la gloire de l'Angleterre, voulait absolument découvrir le pôle Nord magnétique. Cet ouvrage est sorti juste après le premier ouvrage de Jules Verne, celui qu'on lui avait refusé au départ, 5 semaines en ballon, et Les aventures du capitaine Hatteras sont sortis 2 ans plus tard, et à l'époque, l'éditeur de Jules Verne lui proposait 10 000 francs or, ce qui était une somme absolument gigantesque pour l'époque, pour écrire ses aventures. Alors effectivement, c'est un roman de Jules Verne avec tout ce que l'on peut connaître de Jules Verne et de cet auteur plutôt prolifique. Le héros de cette aventure devient fou finalement dans sa quête de l'Arctique. J'espère que ce n'est pas ce qui va arriver à notre conférencier, parce qu'on a quand même besoin de Fabrice. Vous avez la présentation de tous les travaux et de tous les centres d'intérêt de Fabrice Jonker, qui n'est pas professeur d'histoire. Voyez-vous, on est aussi capable de s'ouvrir à d'autres. Il n'est pas professeur d'histoire, c'est un passionné d'histoire par contre, c'est un journaliste. Vous avez l'adresse de son site personnel et vous avez des photos extraordinaires. Elles nous changeront, surtout à Béziers, des photos qui sont un peu sur une thématique méridionale et traditionnelle. Vous avez probablement les plus belles photos de marine et notamment du Grand Nord que vous aurez l'occasion de voir. Donc je vous invite vraiment dès ce soir à rêver sur ces images, et surtout en attendant, je vous invite à l'écouter avec toute l'attention qu'il mérite. Vous aurez bien entendu toutes les occasions après cette conférence de lui poser toutes les questions que vous souhaitez. Merci et bonne soirée. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Je remercie Bruno et je voudrais rebondir sur ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire qu'effectivement il paraît qu'il y a un syndrome pour les gens qui aiment le Grand Nord et le Grand Sud, en fait, les antipodes. Apparemment il y a un syndrome, c'est-à-dire que quand on découvre ces régions, leur culture, leur littérature, eh bien on reste fasciné toute sa vie. Alors moi je vais tout simplement commencer cette conférence, enfin cette petite présentation sur l'Arctique, et sur l'Arctique sera-t-il un nouvel Eldorado, en commençant par une lettre qui date de 1860, la lettre que l'ambassadeur russe écrit à son tsar au sujet de l'Alaska. Donc on est en 1860. Hein. Est-ce qu'au niveau du micro c'est bon? Oui. Alors,
Sous le point de vue politique, nos possessions d'Alaska ont une importance tout à fait secondaire. Donc, par cette lettre, l'ambassadeur russe demande au tsar de vendre l'Alaska aux Américains pour une somme ridicule en disant « de toute façon, ça ne vaut rien ». 150 ans plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, la vision que les États ont de l'Arctique, donc l'ensemble des États mondiaux, a radicalement changé. On le voit aujourd'hui dans la presse, en fait, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un article sur l'Arctique. Et ce Grand Nord, ce fameux Grand Nord, devient un enjeu économique et politique. En fait, l'Arctique, qui était excentré jusqu'à présent, devient le centre d'une nouvelle géopolitique. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, c'est la suivante. Ces routes maritimes dont on parle tout le temps, en fait, on a l'impression que ça va être des grandes autoroutes, alors, qui sont bloquées par les glaces, est-ce que, dans un avenir proche, elles permettront l'exploitation des richesses de cet Arctique? Alors, c'était ça le sujet. Les routes de l'Arctique se transformeront-elles alors en Eldorado? Alors, quand on étudie cette question, on se rend compte de deux choses. En fait, ça c'est le préambule, il ne faut pas trop se demander de savoir si ça sera plus ou moins exploité. En fait, oui. Bon. Et ensuite, il faut se garder de verser dans deux écueils vraiment importants. Alors ça, quand on rencontre des intervenants qui travaillent sur l'Arctique, on se rend compte qu'il y a deux problèmes majeurs. D'abord la science-fiction, c'est-à-dire on a l'impression que demain l'Arctique, grâce aux nouvelles technologies, ça sera merveilleux, on pourra tout faire. Et la conviction personnelle, je suis pour, je suis contre. Et donc on rencontre souvent des intervenants qui vous diront non ou oui, ça sera exploitable, oui ou non. Donc en fait, moi je vais essayer de vous présenter plutôt des points de vue différents qui peuvent s'opposer parfois pour que chacun puisse se faire une idée sur l'exploitation de l'Arctique. Est-ce que l'Arctique sera un nouvel Eldorado? Donc, j'ai fait une petite présentation en 5 parties, c'est totalement hétérodoxe. On va d'abord voir ce que c'est que l'Arctique, parce qu'il faut se remettre en tête les différentes définitions, et il y en a 5. En fait, moi je les ai réduits à 4, ça sera plus facile. Donc on a une définition géographique. L'Arctique, c'est d'abord un océan. C'est un océan qui est en fait le plus petit de la planète, puisqu'il ne fait que 14 millions de kilomètres carrés, ce qui est 7 fois moins que l'Atlantique. En fait, il a une spécificité, cet océan, on le voit bien là, c'est qu'il est cerné de terre. Donc en fait, on l'appelle la Nouvelle Méditerranée, en fait. Tout simplement parce qu'il est quasi circulaire et entouré de terre. Il ne communique par les deux grands océans, le Pacifique et l'Atlantique, que par 3 passages. Effectivement, le détroit du Danemark, le détroit de Bering et la mer de Norvège. Et au centre, alors on a l'impression que ça a été fait par un designer, en plein centre de cet océan, on a le pôle Nord. Et la limite conventionnelle de cet océan, c'est le 60e parallèle de latitude nord. Donc en fait, il descend relativement bas. Ensuite, c'est une zone délimitée par le cercle polaire. Et alors là, on change de surface. En effet, le cercle polaire passe au 66e degré de latitude nord, ce qui fait qu'en fait, que les deux zones ne se chevauchent pas. Donc là, je l'ai figuré, on a les hachures, c'est l'océan qui descend plus bas, et on a le cercle. Et on se rend compte qu'effectivement que l'océan en fait, est plus étendu que la zone qui est délimitée par le cercle. Ça a une importance en termes de population. Ensuite, voilà, en théorie, on sait toutes ces images que tout le monde connaît, ça, voilà, c'est la banquise telle qu'elle est, et telle que nous espérons qu'elle demeurera. Ensuite, l'Arctique, c'est une zone géoclimatique. En fait, c'est une zone qui est délimitée par la fameuse ligne de Köppen, hein, qui est figurée ici en rouge. Et en fait, au-dessus de cette ligne, eh bien, la température de juillet, alors ça c'est jusqu'aujourd'hui, ne dépasse pas les 10 degrés. Donc, ça va peut-être changer avec un réchauffement. Et au nord de cette ligne, en fait, on a de la toundra, au sud, on a de la forêt. Donc en fait, on voit bien une fois de plus que là encore, les limites de l'Arctique ne sont pas les mêmes que celles délimitées par le cercle et par l'océan. Donc en fait, on a déjà 3 limites différentes. Alors bon, la toundra, on voit bien tout de suite ce que ça peut être. C'est une toundra russe totalement plate, avec effectivement des centaines de lacs, ou une toundra norvégienne. Alors ensuite, l'Arctique, eh ben, c'est une zone géopolitique. Alors c'est une zone géopolitique divisée entre 6 États, alors en fait c'est 8 États, il y en a 6 riverains. Alors souvent on lit qu'il y en a 5, moi j'en ai mis 6, parce que l'Islande, il n'y a pas de raison, hein. Enfin, elle est peut-être en dessous du cercle, n'empêche qu'elle a des eaux dans l'Arctique. Donc en fait, on se retrouve avec la Russie, les États-Unis, le Canada, le Danemark pour le Groenland, l'Islande, la Norvège, et la Finlande et la Suède, elles n'ont pas d'accès à l'océan Arctique. En revanche, elles ont des terres
au-dessus du cercle, ce qui fait qu'effectivement on les considère comme étant des pays arctiques. Et alors l'Arctique, c'est pas, ça peut sembler, on se dit ouais, il n'y a pas beaucoup de terres qui sont au-dessus de ce cercle. Eh ben, il y a des pays comme la Norvège qui ont 50% quasiment de leur territoire qui est au-dessus de ce cercle. Alors ces États constituent le Conseil de l'Arctique, qui a été créé, par ces mêmes États en 1996, et en fait, ils ont créé ce conseil pour développer un environnement durable et une meilleure coopération régionale. Au départ, en fait, il y a eu des pressions, il y a eu des demandes internationales pour que ces États arctiques créent quelque chose qui semblerait à ce qui existe pour l'Antarctique, et donc aussi qui crée aussi un moratoire. Et comme ce sont des États habités avec une vie économique, les États ont dit non. Ce que nous allons faire, nous allons créer un conseil qui permettra de gérer en fait nos zones arctiques. Et donc, ce conseil, c'est les 8 États arctiques qui ont voix au chapitre et qui sont des membres permanents et qui ont le droit de vote. Ils se sont adjoints 6 associations autochtones qui, elles, sont permanentes mais n'ont pas le droit de vote. En revanche, elles peuvent faire pression sur les États arctiques pour que les États arctiques prennent les décisions en leur faveur. Et en fait, on a 32 observateurs qui sont des associations et des organismes intergouvernementaux. Par exemple, le VVS en fait partie. Et on a 12 États. Alors tout le monde se bat dans le monde aujourd'hui pour faire partie de ces 12 États. Alors dans ces 12 États, qui sont des observateurs, donc en fait, ils arrivent, ils s'assoient, ils n'ont pas à voix au chapitre. On a la France, l'Italie, la Chine, parce que la Chine a dit l'Arctique c'est mondial, donc nous on est concernés. Donc ils ont dit, nous on réclame une place au Conseil de l'Arctique. On a le Japon, et on a Singapour par exemple aussi. Donc Singapour, ça a une pertinence, on va le voir un peu plus tard. Donc voilà, donc en fait, ces 12 États qui viennent et qui s'assoient en spectateurs. C'est tellement vrai que ce sont des spectateurs qu'on a comparé cette assemblée, le Conseil de l'Arctique, à un syndic de copropriété dans lequel les propriétaires, c'est les États arctiques qui discutent entre eux et qui disent aux autres, taisez-vous, si on veut repeindre la façade, c'est notre problème, vous avez rien à dire. C'est à tel point vrai que l'Union européenne n'est toujours pas admise comme membre ou même comme observateur. L'Union européenne, elle se fait recaler chaque fois, vous ne serez pas observateur. Elle est invitée permanente. C'est pas tout à fait la même chose. Et donc, dans ces pays, on pense qu'il n'y a personne. Tout faux. En fait, moi, j'ai souvent entendu dire, ouais, bon, il y a quelques éleveurs de rennes qui se baladent. Non, pas du tout, pas du tout. Parce que en Arctique, on a quand même, selon les estimations, alors 4 millions de personnes qui vivent au-dessus du cercle arctique, ce qui est quand même pas rien. Et sinon, alors là, c'est une estimation beaucoup plus haute, c'est 9 millions de personnes. Alors, entre 4 et 9, on va se demander, mais qu'est-ce qui fait la différence? Alors, les 9 millions, c'est Oleg Kopsev, que j'ai rencontré, qui m'a expliqué tout simplement que, en fait, il faut tenir compte des populations qui vivent au-dessus et en dessous du cercle arctique et qui sont de même culture ou de même peuple. Donc, en fait, ça peut aller très loin. C'est-à-dire que, par exemple, les Samoyètes en Russie occupent 3 districts, 2 millions de kilomètres carrés. Donc en fait, c'est un peuple arctique. Et même si ils vivent au sud du cercle arctique, c'est un peuple arctique. Donc on peut considérer que la population arctique, c'est 9 millions de personnes. Alors, au sein de ces populations, donc ces 9 millions, on a des autochtones qui représentent 10 à 12%. Alors, ces autochtones, ils sont répartis en 4 grandes familles. On a donc des Tchouktches, des peuples à faible effectif. Alors ça, c'est la dénomination actuelle. Avant, on appelait ça les petits peuples de Russie. C'était joli, c'était poétique. Maintenant, on appelle ça peuple à faible effectif. C'est quand même très administratif. On a des Sâmes et des Inuits. Alors, les peuples, ces peuples autochtones peuvent être très faibles, genre chez les Enets, par exemple, qui sont 200, ou 150 000 comme les Inuits. Et il y a un point important, c'est que ces peuples sont des peuples transnationaux. Donc en fait, on le voit bien par exemple sur les Sâmes, ils chevauchent plusieurs pays, où les Inuits, c'est typiquement l'Alaska, le Canada et le Groenland. En fait, c'est une zone à ce point marquée par une identité culturelle forte que le Forum permanent des Nations Unies pour les questions autochtones a déclaré que l'Arctique était une des 7 régions socioculturelles du monde. Donc, effectivement, on sent quand même une prégnance culturelle en Arctique. Et autre surprise, c'est que en fait, ces peuples arctiques en fait, vivent essentiellement dans des villes. Alors on va se dire, ils sont nomades, pas du tout, ce sont des peuples sédentaires à 70%. Ils vivent dans des villes, des agglomérations de taille extrêmement variable.
Alors ça peut aller, voilà, typiquement, alors là, on peut avoir des stations météo comme celle-ci sur l'île d'Ellesmer, qui est au large du Groenland, enfin, il y a un tout petit détroit qui sépare du Groenland. C'est 6 personnes. Comme on peut avoir une ville comme Longyearbyen au Svalbard, où on a 2000 personnes, là déjà on commence à avoir un peu plus de baraquements. Et ensuite on a la grande ville du Nord, alors là c'est la capitale du Grand Nord, c'est Mourmansk, qui est un des plus grands ports russes arctiques, et qui fait quand même 300 000 habitants à peu près. Donc en fait il faut bien se rendre compte des villes qui sont en Arctique. Voilà, je vous ai mis une principale. Et alors là la grande surprise c'est qu'on se rend compte que la plupart des villes se trouvent en Russie. Donc c'est déjà un des premiers atouts de la Russie, c'est que la Russie a des villes qui sont de 3600 habitants, en dessous je n'ai pas compté, parce que alors là, ça ne sent plus, jusqu'à des villes de 307 000 habitants. Et c'est majoritairement des villes industrielles ou de production. Ensuite, en deuxième partie, on a des villes scandinaves, des villes de 1900 habitants jusqu'à Tromsø à 62 000, et ensuite on a des villes canadiennes et américaines, et là, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que les villes au nord du cercle arctique, au Canada et aux États-Unis, il n'y en a quasiment pas. C'est donc un inconvénient, on va en reparler, mais pour le développement arctique, il n'y a rien sur le continent nord-américain. Donc en fait, nous venons de voir ce que c'est que l'Arctique. C'est donc une zone maritime et terrestre de grand froid. Alors, on va en reparler de grand froid. On va le voir au paysage de sol gelé, de toute raie de banquise, habité par 4 à 9 millions de personnes, et qui s'étend sur 3 continents, l'Asie, l'Amérique et l'Europe. Alors c'est un cadre qui semble en apparence immuable. On a parlé de Jules Verne tout à l'heure, on se dit depuis Jules Verne ça n'a pas changé. Et effectivement, les agences de pub, quand elles présentent l'Arctique, elles présentent toujours les mêmes images. On se dit c'est super, ça ne bouge pas. Bon. Eh ben non. Et alors, tout simplement, il y a un responsable à ce changement. C'est le changement climatique. Et en Arctique, clairement, il prend le nom de réchauffement. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de voir ce qu'est ce réchauffement pour ensuite voir ses conséquences sur l'exploitation des ressources. Alors, voilà. L'Arctique se réchauffe 2 fois plus vite que le reste du monde. Alors ça, c'était ce qui est arrivé dans la décennie qui vient de passer. Et dans le siècle qui va venir, c'est ce qui va se passer aussi. Peut-être que l'Arctique prendra même 3 degrés de plus. Enfin, en gros, l'Arctique va se réchauffer beaucoup plus vite. J'ai une petite nuance aussi, mais on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Alors par exemple, entre 58 et 2012, la moyenne qui était mesurée dans la zone arctique était de moins 25 degrés. En novembre 2016, il y a eu un autre relevé fait par l'Institut de météorologie danois qui a montré que la température moyenne, c'est moyen parce que ça n'empêche qu'en ce moment au Groenland, sur la côte, il fait moins 17, et ben il faisait moins 5. Donc en fait, il y a 15 degrés, l'Arctique a pris 15 degrés d'un coup. Donc 15 degrés, pour les populations, on sent la différence et eux, ils le sentent. Et étonnamment, on n'en a pas beaucoup parlé. Alors, ce réchauffement, ça a une conséquence totalement directe. Voilà. Alors, c'est d'avoir une conséquence sur la banquise. Alors, sur sa surface et sur son épaisseur. En gros, la banquise a diminué d'épaisseur de plus d'1 mètre. Et pour ce qui est de la surface, alors c'est très parlant, puisqu'en été, on avait juste 2012 8 millions de kilomètres carrés. Et en 2016, donc l'été dernier, elle n'était que de 4,14 millions de kilomètres carrés. En fait, il y a une division par 2 de la surface de la banquise. En fait, effectivement, depuis 30 ans, on situe la fonte de glace par décennie à 10%. Mais là, il y a une sorte d'accélération. Alors, on ne se rend pas toujours compte de ce que ça représente. Effectivement, on se dit, c'est des chiffres, 8 millions, 4 millions, on montre bien. Là, on voit bien. On a la ligne jaune qui représente la moyenne des glaces entre 81 et 2010. Et en blanc, c'est la banquise l'été dernier. Donc en fait, on voit qu'elle a reculé de quasi moitié en fait. Donc ça c'est très parlant parce que c'est les dernières, c'est des données de la NASA. Donc en fait, ça c'est la première des conséquences. Alors évidemment, c'est la première qu'on voit, c'est celle qu'on connaît le plus. C'est-à-dire le fond de la banquise, on se dit c'est fini, le rêve blanc c'est terminé. Il y a une autre conséquence qu'on voit moins, c'est le dégel du permafrost. Alors, le permafrost, c'est ce sol gelé qui occupe l'ensemble des territoires terrestres arctiques et qui est gelé en permanence. Donc c'est un avantage, c'est que c'est extrêmement solide, donc il faut construire dessus. Et bien le permafrost, il est en train de diminuer et il dégèle. Alors quand le permafrost dégèle, ça donne ça. En théorie, ça c'est du sol qui est dur comme du béton, on peut construire ce qu'on veut dessus. Quand ça dégèle, ça fait ça s'enrichit. Et ben voilà. Donc en fait, ça devient une espèce de marécage avec de la boue sur plus de 2 mètres d'épaisseur. Donc en fait, globalement, construire là-dessus, ça va être compliqué. Et ce qui a déjà été construit,
Et ben en fait, ça fait ça. En fait, tout se fissure, tout s'effondre, oléoduc, gazoduc, aéroport, ligne de chemin de fer, zone portuaire, maison, route. Alors, en gros, il faut tout reconsolider en profondeur. Donc, voilà, nous avons vu que, nous venons de voir que la banquise recule, les sols gelés se réchauffent et que cette économie va donc obligatoirement changer, parce que quand on voit ça, on se dit qu'obligatoirement, il va falloir faire quelque chose. Alors, justement, pourquoi ça va changer? Parce qu'en plus de menacer les constructions, le permafrost qui dégèle, ça va réveiller des virus. Il y a eu une alerte à l'anthrax il y a 1 an à peu près. Ça va révéler des pollutions, parce que par exemple, en Russie, tous les fûts radioactifs ont été enterrés. Et bien, comme par hasard, pouf, ils remontent. Bon, je parle des fûts radioactifs, mais on peut parler de tout le reste, ça a été enterré, hein, c'est pas grave. Il y a des rejets de méthane aussi. Donc en fait, des bulles de méthane, et là ça commence à être aggravant, des bulles de méthane qui remontent à la surface. Et enfin, le permafrost qu'ils font, c'est des terres de transhumance qui sont impossibles à utiliser pour les peuples autochtones. Et deuxième conséquence, c'est le retrait de la banquise. Et le retrait de la banquise, c'est autre chose, c'est que ça aura un impact sur l'ouverture des routes de navigation et sur l'exploitation des ressources. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, sur les routes. Pour comprendre ce que sont ces routes, il faut d'abord se pencher sur les territoires et sur les zones par lesquelles passent ces routes. En fait, il faut comprendre à qui appartiennent ces routes, en fait. Alors, on l'a vu, l'Arctique, c'est une zone répartie sur 8 pays. En fait, les frontières de ces pays, les frontières terrestres, ne posent pas de questions. Donc en fait, il y a une frontière, on la passe pas, c'est réglé, c'est net, c'est facile. En revanche, pour les zones océaniques, on a plus de mal à comprendre comment ça fonctionne, parce que les routes, en fait, on l'a vu dès le départ, l'Arctique, c'est un océan. Donc en fait, les routes passeront par la mer, le reste c'est secondaire. Et donc, elles passeront dans des eaux qui seront plus ou moins possédées par des États. En effet, les eaux qui bordent le littoral d'un pays, elles sont découpées en espaces normatifs qui permettent de connaître les droits et contraintes qui règlent la circulation sur ces routes. Alors, comment se calculent les eaux d'un pays? Alors, tout simplement, alors ça j'ai fait rapidement, en fait à partir d'une ligne de base. En fait, chaque fois que vous allez sur le littoral, vous pouvez voir la ligne de base. En fait, là, plus le pays s'avance dans l'eau, plus la ligne de base est avancée. En fait, c'est la l'est de mer, c'est la marée basse, quoi, tout simplement, sur la terre la plus avancée. Et à partir de cette ligne de base, en fait, on a 6 profondeurs maritimes. Alors, on ne va pas obligatoirement rentrer dans ces 6 profondeurs maritimes, mais on peut retenir ce qui importe sur cette profondeur en 6 eaux. Alors, plus on s'éloigne justement des eaux intérieures ou des eaux territoriales, et moins l'État a de prérogatives souveraines. En fait, moins il peut gueuler. Ensuite, l'État ne peut bloquer localement et totalement la navigation que dans ces eaux intérieures. Là, il peut dire vous ne passez pas. Et dans certaines conditions, dans les eaux territoriales, qui vont jusqu'à 12 000, c'est-à-dire on est à 23 km à peu près. Ensuite, l'État ne peut disposer des ressources du sous-sol marin que jusqu'au plateau continental, c'est-à-dire une étendue de 200 000, on est à peu près à 370 km, et il ne peut disposer de la colonne d'eau, donc c'est-à-dire tout ce qui est au-dessus du sous-sol en fait. Donc la colonne d'eau, c'est entre autres les ressources halieutiques, que jusqu'à la zone économique exclusive comprise, c'est-à-dire aussi 200 000, c'est-à-dire 370 km. Ça, c'est partout dans le monde. Hein. Alors, il faut savoir que ce sont dans les eaux principalement territoriales que passent les routes maritimes du Nord, que sont censées passer les routes maritimes du Nord. Et ce sont ces routes qui permettront peut-être à l'Arctique de rejoindre le flux commercial mondial qui aujourd'hui enrichit la planète. En effet, 80% des échanges de marchandises dans le monde aujourd'hui sont réalisés par voie maritime. Donc en fait, chaque fois qu'on reçoit quelque chose, il faut se dire que c'est passé par un container. Il y a de grandes chances que ce soit du container et pas du vrac. Alors, jusqu'à présent, l'Arctique tenait une place très marginale dans ce flux, mais avec le réchauffement climatique et donc du retrait de la banquise dont je vous ai parlé, l'Arctique pourrait trouver sa place accrue. Alors, ça, on ne s'en rend pas assez compte, c'est que quand on parle des ressources de l'Arctique et de la richesse de l'Arctique, on ne voit pas que la première richesse de l'Arctique, ce sont ses routes. Parce que sans ces routes, on ne fait rien. En fait, ces routes permettent de transiter entre 2 grands océans, ce qui est quand même pas rien, en fait, Pacifique et Atlantique, et c'est le seul moyen vraiment, en grande quantité, de transporter des ressources locales qui seraient exploitées localement, qui seraient issues des gisements locaux, pour les transporter vers l'Arctique ou vers le reste du monde et inversement. C'est-à-dire effectivement, il faut transporter aussi du matériel en Arctique. Donc ça, on n'y pense pas souvent, on pense que les routes ne sont qu'un outil, non, c'est aussi une finalité. Alors ces routes, elles sont d'autant plus importantes, et on le lit très régulièrement dans la presse, qu'en fait, officiellement, et ce qui est assez vrai, elles peuvent raccourcir de plus de 4000 ou 5000 km les transits interocéaniques. Alors ça, c'est valable si on va de l'Europe du Nord, par exemple, à l'Asie
du Nord, ou si on veut aller par exemple de 7000 km par une autre route, si on va de l'Europe au Pacifique par le continent américain. Alors ces fameuses routes justement, par où passent-elles? Alors là je vous ai figuré les routes en trait continu et en trait discontinu, les possibles routes qui peut-être adviendraient un jour. Donc en fait on a deux routes principales. On a d'abord la route du Nord-Ouest, alors c'est la route en bleu qui passe dans les eaux canadiennes, enfin en tous les cas qui passe dans les îles canadiennes. C'est un passage qui fait quand même 1500 km de long, parce que ça serpente pas mal entre les îles, et qui est divisé lui-même entre deux routes. Alors je l'ai figuré là. Donc la route la plus traditionnelle, qui est celle du sud, qui passe par le détroit de Franklin et qui rejoint le détroit de Bering. Alors elle a un grand avantage cette route, elle est moins prise par les glaces. Vous voyez, j'ai figuré l'avancée des glaces en gris, et on voit qu'elle passe tout au sud de l'avancée des glaces. Donc elle est moins prise par les glaces de la banquise. En inconvénient, alors c'est un passage qui est parsemé d'îles. En fait, il faut savoir qu'il y a 36 000 îles dans l'archipel canadien. C'est un passage qui est assez peu étroit et qui manque de profondeur. En fait, parfois, on n'a que 13 mètres de profondeur. 13 mètres de profondeur, je rappelle que certains gros navires marchands, c'est 11 mètres de tirant d'eau. Donc, ça va racler au fond. Et en fait, c'est aussi un détroit qui est très régulièrement encombré par des glaces dérivantes qui s'accumulent le long de la côte en raison des vents dominants qui viennent d'ouest. Et en fait, toute la glace qui se détache de la banquise vient s'accumuler le long des côtes. Donc en fait, des navires peuvent rester bloqués là pendant des semaines. Et en fait, c'est très étonnant. Alors on est quand même à l'époque du GPS et puis de la 4G. Voilà, 4G, oui. Eh bien, c'est un passage qui n'est pas du tout cartographié, enfin très mal cartographié. Les gardes-côtes canadiens disent eux-mêmes, il y a des passages où ils n'ont pas de carte. Donc, ils y vont à l'expérience. Il n'y a rien. Donc c'est quand même un peu un inconvénient. Plus au nord, on a le détroit de Lancaster, le détroit de Barrow et la mer de Beaufort. Alors c'est plus large, plus profond, plus direct, on le voit, ça trace presque droit. En revanche, c'est pris dans les glaces la majeure partie de l'année, donc on peut essayer de passer, mais ça va être compliqué. Et ce qui fait dire au service canadien des glaces que la route du Nord-Ouest, alors ça c'est déjà une première réponse, cette route-là, ne sera pas le nouveau Panama déjà, donc on va voir un petit peu plus les chiffres plus loin, mais ça ne sera pas le nouveau Panama, et que le transport qui aura lieu ici, ça sera plutôt un transport de desserte, de ressources locales pour ravitailler les communautés. Deuxième route, alors ça c'est l'autoroute royale, c'est la route royale, c'est la route du Nord-Ouest, c'est la NSR, c'est la route qui passe par la Russie. Alors elle fait 5600 km de long et elle longe 14 000 km de côte. C'est la route la plus courte entre l'Europe et le Pacifique. Alors on l'emprunte, moi j'aime beaucoup, je trouve ça très poétique, le cap Nord, le détroit de Kara, le cap Chelyuskin. Chelyuskin c'est l'île qui est au-dessus de la Nouvelle-Zélande, je ne sais pas si on le voit, je ne peux pas le montrer comme ça, c'est dommage. Et le détroit de Bering. Alors son avantage, c'est que c'est un passage qui est plus large et plus profond que le passage du Nord-Ouest et de loin. Cette route est navigable toute l'année sur sa partie occidentale grâce à des brise-glaces. En fait, les Russes ont beaucoup de brise-glaces, on va le voir. Donc en fait, toute la partie occidentale, c'est, vous voyez l'espèce de d'île qui ressemble à une banane, mais toute cette partie sud, en fait, globalement, les navires peuvent circuler toute l'année, avec des brise-glaces assez conséquents, on va le voir. Elle est bien connue et cartographiée. Elle est connue depuis le XVIIe siècle, XVIIIe siècle, et elle comporte davantage de ports. En effet, à l'époque soviétique, les Russes ont installé une cinquantaine de ports le long de cette route. Alors la partie sibérienne orientale est moins bien desservie, mais ils ont installé des ports qui permettaient de décharger des petits navires, enfin des navires moyens. Donc en gros, il y avait une grue et un quai, ce qui est déjà pas mal. Donc les ports les plus connus sont les ports de Mourmansk, d'Arkhangelsk. Alors Mourmansk, on a vu une photo tout à l'heure, c'est un avantage, c'est que c'est en mer Blanche, et donc en fait, c'est un port qui est libre de glace toute l'année. Donc c'est un grand avantage. Arkhangelsk, où on a aussi Doudivka qui est beaucoup plus au nord de la Nouvelle-Zélande, l'île en forme de banane, hein. C'est plus au nord, et c'est un des grands ports sibériens. Alors l'inconvénient de ce passage, c'est que dans la partie orientale, donc sibérienne du nord, eh ben, les 3/4 de l'année, c'est bloqué et on ne passe pas. Donc carrément pas passer, c'est impossible. Jusqu'à présent, d'ailleurs, il y a peu de temps, on pouvait théoriquement passer de l'Alaska à la Sibérie orientale à pied, en hiver. Donc peut-être que ça ne va pas durer, mais jusqu'à présent, on pouvait le faire. Et en fait, il y a aussi à certains endroits, donc là on le voit, le passage qui passe entre les îles, eh bien, il y a une faiblesse de profondeur, et là parfois c'est pire qu'au Canada, c'est-à-dire qu'on a 6 mètres de profondeur. Alors on peut passer avec un kayak, mais au-delà, ça va être plus compliqué. Alors, on a vu, on vient de voir quels sont les tracés de ces routes, et alors maintenant on va voir quel est rapidement le trafic. Alors le trafic, on le voit là. Alors effectivement au début ça
perturber un peu cette carte parce qu'effectivement les continents sont noirs. En fait, on voit bien la côte sibérienne, on voit bien la côte canadienne. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il n'y a rien. Concrètement, en 2015, donc 2016, j'ai pas encore les derniers chiffres, j'ai quelques chiffres de la LSR, mais je n'ai pas tous les chiffres. Pour 2015, en fait, on a eu 45 passages par l'Arctique, pas loin, et Suez, 20 000. Panama, 14 000. Donc effectivement, pour l'instant, c'est tranquille hein, comme route, hein, c'est un petit chemin vicinal. Et on voit bien qu'effectivement, les navires qui circulent là-haut sont des navires, sont des navires qui ravitaillent essentiellement les zones énergétiques pour ramener les ressources en Europe. En fait, on voit bien qu'il n'y a aucun navire qui fait le transit interocéanique, en fait. Il n'y a rien. Donc, avec ce réchauffement, bah, justement, on y vient. Beaucoup d'opérateurs espèrent qu'effectivement, les choses vont changer et que, déjà, une autre route va ouvrir. On se dit, oh, d'ici 30 ans, il y aura la route verte. La route verte, c'est la transpolaire. C'est-à-dire qu'en gros, on espère qu'un jour, cette route-là, avec la banquise, va fondre l'hiver et l'été et qu'on pourra passer, ce qui empêchera de passer par les passages. Comme ça, on n'aura plus besoin de s'embêter avec les Russes ou les Canadiens et on pourra tracer tout droit, en partant notamment d'Islande. Bon, on n'en est pas là parce que personne n'était capable de dire si la banquise aura fondu le printemps, l'hiver, ça semble totalement aléatoire. On va y revenir, mais c'est carrément impossible qu'elle fonde d'ici 30 ans en hiver et au printemps. Donc l'été, et même, on y vient, l'été, ça va être très compliqué de passer par une route comme celle-ci. Donc, la vraie question qui se pose maintenant, c'est justement, les routes qu'on vient de voir, puisqu'on a vécu la transpolaire, les deux routes, seront-elles les autoroutes de demain? Alors, moi, dans la presse, je lis des tas de choses. C'est presque déjà fait, on peut y circuler tranquillement, les navires peuvent y aller sans accompagnement, c'est des routes ouvertes. Bon, il y a quand même quelques réserves. Alors, par exemple, j'y viens. Selon Romuald Lacoste, qui est de l'Institut national sur le transport et leur sécurité, 3 conditions prévalent pour une navigation commerciale durable, en général. Il faut que les navires puissent circuler librement, ils puissent circuler sans assistance et toute l'année. Alors, ce sont les 3 conditions qui méritent notre attention, parce qu'effectivement, se basant sur les critères que je viens de vous citer, les observateurs sont partagés sur la faisabilité de transformer les routes arctiques en autoroutes de la mondialisation. Donc moi, je vais vous présenter les arguments qui sont avancés. Vous allez voir, ils sont assez contradictoires. Donc on a d'abord les pour. Alors, ils disent oui, pas de problème, d'ici disons, dans les 30 prochaines années, on aura beaucoup plus de trafic. Ce sont des gens qui sont extrêmement crédibles. Alors on a des opérateurs privés, des entrepreneurs. Alors là, je vous ai cité des Russes, par exemple, c'est Gazprom ou Rosneft, mais effectivement, parce qu'ils sont partis pris. Mais ils ont intérêt à ce que ça s'ouvre, mais ils ne rêvent pas. Des armateurs, alors ça peut être COSCO chinois ou Rosatom Flood par exemple, ou des consultants spécialisés sur l'Arctique, qui sont des grands spécialistes. Moi, je connais Michael Herrad par exemple, je l'ai rencontré et effectivement c'est un cofondateur du cluster polaire. Et ils estiment que d'ici 30 ans, on pourra tabler entre 800 et 2000 passages par an. Et qu'il y aura 15% du trafic mondial qui passera par l'Arctique. Je rappelle qu'on a dit 80% tout à l'heure du trafic mondial passe par voie maritime, là ça fait 15%, rien que pour 15%, et qu'on a dit qu'il y avait 45 navires qui sont passés par l'Arctique cette année. Et là on serait à 2000 passages. Alors sur quoi se base-t-il pour affirmer ces choses? D'abord, sur les observations de la conférence mondiale sur le changement climatique, qui estime que d'ici 10 ou 15 ans, la limite de la calotte glaciaire se sera déplacée de 100 km vers le nord. Ensuite, sur les investissements colossaux qui sont entrepris par les opérateurs. Alors, par exemple, on voit des chiffres assez colossaux en général, mais je vais prendre l'exemple de Rosneft, qui est le premier opérateur énergétique pétrolier au monde, qui a dit que dans les 20 prochaines années, ils allaient investir 286 milliards de dollars. Ensuite, il se base sur des ajustements tarifaires adaptés à la situation, parce qu'effectivement, c'est assez cher, on va le voir aussi, de passer par l'Arctique. Donc, ce dont discutent les opérateurs, c'est qu'ils disent on va faire des tarifs qui sont au prorata de la circulation. Plus il y aura de circulation de navires, moins ça sera cher. Donc, venez et vous verrez, au fil du temps, ça sera de moins en moins cher. Ensuite, il se base sur un argument qui est le slow steaming, c'est-à-dire effectivement, ça contre tout de suite un des arguments des contre, puisqu'ils disent effectivement, les navires ne pourront pas aller vite, c'est pas grave, parce que ça fera des économies de carburant pour nos navires, donc où est le problème. Et ensuite, sur le volontarisme russe en la matière, puisque les Russes organisent leur territoire du Nord en 8 zones d'investissement économique prioritaire. En fait, c'est très récent.
Alors il y a ceux qui sont donc pour, on vient de le voir, et il y a ceux qui sont contre. Alors, ils sont autant d'arguments valables. Alors ce sont des géographes, des enseignants, des universitaires. C'est l'exemple de Frédéric Lasserre de l'Université de Laval au Canada, Eric Adobio aussi, qui est enseignant à Grenoble, des journalistes et géopoliticiens, mais c'est Thierry Garcin qui est un géopoliticien, mais que vous avez sûrement entendu sur France Culture, ou des explorateurs, Jean-Louis Etienne, et eux qui pensent que le trafic maritime ne sera pas au rendez-vous, qu'il n'y aura pas 800 ou 2000 navires qui passeront par les routes maritimes de demain. Et les arguments qu'ils avancent sont au nombre de 5. Alors d'abord, ils estiment qu'il y aura des glaces dérivantes et que justement, plus la banquise fondra, si elle fond, et si elle continue à fondre, plus la banquise fondra et plus l'Islandie, c'est-à-dire le glacier groenlandais fondra, plus il y aura d'icebergs dérivants et plus il y aura de ce qu'on appelle des growlers et des bourguignons, c'est-à-dire c'est des blocs de glace pluriannuels flottants qui effleurent à la surface. On ne les voit pas en fait, on ne peut pas les voir au radar. Et donc en fait il y en aura de plus en plus. Ce qui fait que les navires seront obligés de marcher à 2 nœuds, 3 nœuds, 1 nœud, être immobilisés. Et ce qui oblige les navires, voilà, typiquement ça, c'est un navire qui est spécialisé, obligé de marcher au projecteur la nuit. Hein, et il balaye comme ça. Il balaye tout. Pour s'assurer qu'il n'y a pas de growler ou de blocs de glace sur sa route. C'est un tel problème qu'on a ça. Voilà. Ça, c'est le HMS Explorer. Alors, ça, c'est en Antarctique, mais c'est exactement le même problème. C'est-à-dire qu'un navire comme celui-ci, qui a à coque renforcée, a rencontré un growler. Et il a coulé. Et c'est un paquebot. Donc, on voit bien que c'est pas encore gagné pour la facilité de navigation. Ensuite, on a des brouillards épais. Alors, ça change pas. On a des températures très basses, à moins 50, moins 55. Et même si ça se réchauffe, on aura des moins 40. Ça fait des grandes tensions sur la coque, sur les superstructures et l'informatique. Ensuite, on aura des tempêtes fortes, il faut le savoir. Une mer libre de glace, c'est des tempêtes beaucoup plus fortes parce que l'eau réagit au vent. Donc en fait, on a des tempêtes beaucoup plus puissantes quand il y a une mer qui est libre de glace. Alors, imaginez une mer libre de glace avec de la glace. Donc pas de banquise, mais des rollers, des icebergs. Sur la circulation, ça risque d'être intéressant. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que justement, c'est l'agence TASS, alors il faut l'apprendre, voilà, l'agence TASS russe, mais qui nous a dit très récemment, en 2017, qui a publié un communiqué, qui a dit que en 2030, 2040, 2050, les scientifiques russes pensent qu'il y aura un refroidissement, en fait, étrangement, qu'il y aura un retour de refroidissement, et donc que la banquise reprendra en superficie. Voilà, donc c'est un des arguments. Ensuite, justement, avec toute cette glace qui dérive, il faut des gros brise-glaces. Parce que ça, interdiction de naviguer en Arctique si on n'a pas de brise-glace, notamment du côté des Russes. Les Russes, ils disent ne rentrez pas s'il n'y a pas de brise-glace. Alors ça, c'est le plus gros brise-glace qui existe au monde aujourd'hui. C'est le Yamal, très gros brise-glace nucléaire, il y en a 6 comme ça. Alors on voit bien la taille des gens à côté, là c'est un des plus gros, vraiment très beau navire, mais ça ne leur suffit pas aux Russes, et donc ils ont décidé de construire une nouvelle génération de brise-glace. C'est la génération d'Arctica 2, c'est 2 milliards de dollars l'unité. Donc tous les États ne peuvent pas se payer un navire comme celui-ci. Et on voit bien là, je vous ai fait un petit schéma avec qui a des brise-glaces dans le monde. Donc il y a des pays qui ont des brise-glaces pour disons, le prestige. La Chine, pour l'instant, c'est pour le prestige. On voit que les Russes, ils en ont 39, enfin 39 de classe vraiment polaire, hein. Pas de rivière, enfin, tout simplement. Et ils en ont 5 en construction. Après, les chiffres varient, hein, parce que les chiffres ne sont pas toujours globalement dans des eaux-là, suivi par la Finlande qui construit souvent les brise-glaces pour les Russes d'ailleurs. Et ensuite, on voit bien Canada et États-Unis. Canada et les États-Unis peuvent pas s'aligner pour le moment. Ensuite, en fait, on a. Donc, ça, c'était un des arguments. Il faut des navires très très chers, très longs à fabriquer, très coûteux. Ensuite, on a des frais de passage et d'assurance. Alors là, elle n'est pas là. Si, elle est là. Donc, les frais de passage et d'assurance. Alors, il y a une règle dans le transport maritime en règle générale, c'est plus on a de cargaison, c'est pour ça qu'on a des très gros porte-containers et moins c'est cher. Ce qui fait qu'on peut avoir des potes qui viennent de Chine pour pas cher. Bon, en Arctique, c'est pas comme ça. En fait, il y a des limites en Arctique. Et c'est des limites qui vont probablement durer dans le temps. C'est-à-dire que la première limite, c'est qu'on n'y pense pas assez souvent, mais le navire marchand ne doit pas être plus large que le siège du brise-glace qui le précède. Ça, on n'y pense pas. Donc, en gros, ça limite la taille du navire marchand. Ensuite, il faut savoir que l'usage d'un brise-glace, c'est 200 000 $ par passage. Donc, chaque fois qu'on veut passer par le passage de la Russie, c'est 200 000 $ en plus. Ça, c'est une moyenne, hein, j'entends. Et ensuite, il y a des frais de stockage portuaire, de passage, de transport sur le navire. Alors là, j'ai illustré mon propos pour une étude de Merckx, on pourra en revoir pour les questions si vous voulez par la suite. Mais en gros, quand on prend un navire de 2000 containers qui passe par la route du Nord, on atteint 10 millions de $ pour le passage.
quand on prend un navire de 6500 containers, c'est-à-dire même peut-être 3 fois plus, par le passage les passages traditionnels du Sud, on est à 2 millions. Enfin, on est à. Non, ce tableau-là, c'était un vieux. On était à 6 millions, pardon. Donc en fait, il y a 3 millions de dollars en moins. Donc sur un navire 3 fois plus gros. Et ça, c'est une étude de Maersk qui fait une prévision sur les passages du Nord de demain. Donc c'est pas obligatoirement intéressant. Ensuite, il faut des navires spécialisés. Et alors, un navire spécialisé, c'est comme une brise-glace. Et bien, si vous voulez un porte-container ou un métallier ou un pétrolier spécialisé capable de naviguer en Arctique, c'est 200% plus cher. Ou 50 à 200% plus cher. Ce qui fait que, en plus, ces navires ont un inconvénient, c'est qu'ils ne sont pas faits pour naviguer dans des eaux qui ne sont pas arctiques. Donc, en fait, les navires qui sont de transport traditionnel doivent aller sur un port de transbordement, décharger la cargaison, le navire spécial prend la cargaison, la transporte de l'autre côté de la route arctique, refait le transbordement pour que ça soit repris par un autre navire. Et donc pour ça, il faut des ports. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, on n'a pas assez de ports. Alors, on n'a pas assez de ports en Arctique. Je vous l'ai dit, on a très peu de villes au-dessus du cercle arctique qui soient des ports du continent américain. Et du côté russe, on n'a pas énormément de choses. Moi, je vous en recenser quelques-uns. Enfin, vous voyez, sur la partie sibérienne, on n'a pas grand-chose. Donc, s'il y a une avarie, problème. S'il y a un problème de sécurité, s'il y a un navire coule, problème. Et donc, pour décharger la cargaison, il n'y a pas grand-chose. Et c'est à tel point vrai que des analystes comme Paul Touré, qui est directeur de l'Institut supérieur d'économie maritime, c'est un peu long comme titre, Lise Mar, ou Romuald Lacoste, qui pensent qu'effectivement, la NSR manque totalement de cohérence. En fait, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'escale à desservir et qu'il n'est pas intéressant à moyen terme de faire du direct. En plus, et je reviens dessus, l'agence TASS a fait un communiqué il y a peu de temps pour disons, annoncer que au bout de 10 ou 15 ans, une grande partie de la population de ces grands ports arctiques russes actuels a tendance à vouloir migrer vers le sud, vers des contrées un petit peu plus chaudes. Donc en fait, il y a une sorte d'abandon actuellement des grandes zones économiques russes par sa population parce que les conditions climatiques sont très difficiles. Et ensuite, ça c'est le dernier argument, mais c'est l'argument que je trouve assez fatal personnellement, c'est qu'en fait on nous dit que les routes du Nord vont, la route notamment, raccourcir les passages. Alors ça c'est vrai si on va de l'Europe du Nord à l'Asie du Nord. En revanche, si on veut aller de l'Afrique ou du Moyen-Orient à l'Asie, c'est pas le cas. Si on veut aller de l'Europe du Nord à l'Asie du Sud-Est, ce n'est plus le cas. Et j'en veux pour preuve, par exemple, Singapour ou Hong Kong. Singapour, c'est quand même le deuxième port de fret au monde, après Shanghai, et il y a quand même 50% du volume total d'échanges entre l'Europe et l'Asie qui passe par cette ville. Et bien, quand on veut aller, par exemple, de Rotterdam ou du Havre, par exemple, typiquement, à Singapour, par Suez, on a 17 000 km, et par le nord-est, on a 21 000. Donc on voit tout de suite que ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Qui plus est, on nous parle de la Chine, mais il faut savoir que la Chine se ravitaille en Afrique. Passer par la route du nord-est ou du nord-ouest pour aller en Chine, ça n'a pas d'intérêt pour la Chine. Donc il n'est donc pas évident que dans ces conditions, les opérateurs portuaires demain décident d'abandonner tout l'argent qu'ils ont investi dans ces ports et dans ces routes pour favoriser des routes qui sont incertaines. Donc on peut dire que la route du Nord sera empruntée, c'est certain, de toute façon la banquise va fondre, donc sera empruntée, mais il ne faut pas la voir comme étant une route qui va prendre la place des autres routes, elle sera complémentaire. Ce sera une route de segment et non concurrentielle. Donc ce sera quand même une route effectivement qui permettra de transporter les ressources de l'Arctique vers les zones qui en ont besoin ou qui les réclament. Donc voyons quelles sont ces ressources énergétiques. Alors les ressources énergétiques, les premières, tout simplement, on va avancer sur quelques chiffres. En Arctique, c'est quand même une manne pour les États qui le possèdent. C'est 10% du pétrole brut mondial, l'Arctique, et c'est 25% du gaz. Le pétrole, rien que pour le PIB arctique, c'est 23%. En fait, pour l'instant, ce sont des chiffres qui pourraient peut-être augmenter, mais jusqu'à présent, en fait, l'exploitation des richesses de ce bassin arctique s'est limitée aux gisements les plus connus et déjà découverts, parce que, effectivement, vu les conditions et les coûts que ça entraînait, on ne cherchait pas toujours beaucoup de nouveaux gisements. En gros, entre le moment où on trouvait un gisement et où on l'exploitait dans le monde, on avait 5 ans. En Arctique, c'était 15 ans, ça peut jusqu'à 30 ans. Alors typiquement, là on le voit, alors c'est mieux, c'est Karyagan, là c'est 30 ans, alors là, 30 ans entre le moment où on a découvert le gisement, on a commencé à l'exploiter, et il n'est pas encore totalement opérationnel. Alors justement, ce réchauffement climatique, je laisse espérer qu'on ne mettra plus 30 ans entre le moment où on découvre et le moment où on exploite, et donc c'est un peu ça qui laisse espérer qu'il y aura une ruée sur cet Arctique, sur ses ressources, parce qu'on se dit, voilà, autrefois ça faisait 30 ans, maintenant ça sera peut-être 3 ans, 5 ans, 10 ans. Alors, on va d'abord voir justement quelles sont les grandes zones d'exploitation arctique avant de voir celles qui seront les zones de demain.
Alors, il y a 3 grandes zones russes, globalement. Donc, on a la mer de Barents, on a la Timan-Petchora, qui est un petit peu plus au nord, et on a la Sibérie occidentale. Il faut voir que là, ce sont quand même des très très gros gisements de pétrole et de gaz, et qui ont parfois subi les sanctions économiques suite à la crise ukrainienne. On va y revenir. Alors ça, c'est des grands gisements russes. Ensuite, on a des gisements d'Amérique du Nord. Alors là, on a le gisement de Prudhoe Bay qu'on voit là-haut, en mer de Beaufort. Prudhoe Bay, c'est 17% de la consommation américaine en pétrole. Donc c'est le grand gisement américain, mais qui a un léger déclin, enfin qui commence à fatiguer. Et on a Mackenzie Beaufort pour le Canada. Et en fait, on a aussi la grande zone en Norvège, qui est la zone de Goliath. C'est la plateforme pétrolière Goliath, qui est en mer de Norvège et qui est la plateforme qui exploite le champ pétrolier le plus au nord du monde. Et Snøhvit, qui est du gaz. On le voit noté ici. Pour le minerai, c'est pareil, l'Arctique n'a pas à rougir, puisqu'il détient de grandes réserves de minerais, dont la majeure partie se situe en Russie et au Groenland. Alors il faut noter la place essentielle des minerais stratégiques qui sont détenus en Arctique par les différents pays, alors notamment dans le domaine de l'informatique, l'électronique, l'électricité et la défense. Moi j'ai retenu 7 grandes zones d'exploitation, donc on a 4 grandes zones en Russie, donc en Sibérie orientale, l'Alena sur l'Alena, c'est un très joli nom de fleuve, Bilibino, à Norilsk, la grande ville de Norilsk, qui est la plus grande ville productrice de nickel au monde, et en fait, oui, c'est une ville, je ne sais pas si vous avez vu des documentaires sur le sujet, c'est une énorme ville très polluée. Et Vorkuta, qui produit du chioc, du cuivre et du charbon. Ensuite, on a Kirkenes en Norvège, Kiruna en Suède, Javik au Canada, on a aussi sur l'île des Lesler au Canada, Belleville, en terre de Baffin, on a du plomb, on a sur le Nunavut aussi, sur les territoires des Inuits, on a de l'uranium, et ensuite on a des mines en Finlande. Alors il faut noter qu'au Groenland, quand on regarde le Groenland, on dit waouh, qu'est-ce que c'est riche, il y a de tout. Mais le problème, c'est que pour l'instant, les mines ne sont pas exploitées au Groenland. Avec le retrait du glacier, en fait, les minerais effleurent. Donc en fait, maintenant, les appétits commencent à s'aiguiser. Mais les dernières mines au Groenland, les grandes mines ont fermé en 90 suite à l'effondrement des cours. Donc pour l'instant, Groenland, c'est encore vierge. Ça va peut-être pas le rester. Alors vous voyez, je sais pas, là, on voit la mine de... Je vous ai parlé de la mine de Javik au Canada. On la voit, elle est notée là-haut. Elle, c'est 6% des réserves mondiales de diamants. Donc on voit quand même que l'Arctique, aujourd'hui, en termes de minerais, ça représente quand même une manne pour les États qui possèdent ces terres. Alors pour demain, ce sont des estimations. Attention, des estimations. Ces estimations se basent sur l'Institut de géophysique américain. En 2008, a publié une étude, et c'est une étude qui fait référence aujourd'hui. Alors 13% des ressources mondiales non découvertes de pétrole seraient en Arctique. Et 30% des ressources mondiales de gaz y seraient aussi. En gros, la difficulté, c'est que 84% de ces ressources seraient en mer. Donc la Russie posséderait la majorité avec 52%, le Canada que 5%. Alors ce sont des estimations, et il faut bien les prendre comme telles, puisqu'elles varient entre 65 et 412 milliards de barils équivalent pétrole. Donc quand une compagnie pétrolière dit « moi je vais forer, je suis sûr de trouver quelque chose », eh bien, pas obligatoirement, parce qu'entre 65 et 412 milliards de barils, il y a quand même une marge. Alors pour les réserves d'hydrocarbures, il y aurait 90 milliards de tonnes de pétrole et 58 milliards en Russie, donc la Russie est avantageux. Pour le gaz, on 51 000 milliards de mètres cubes de gaz et 20 000 milliards en Russie. Russie encore avantagée. Donc selon les Russes, encore une fois, il y a 9 fois plus de pétrole en Arctique que dans le Pacifique et 3 fois plus que dans l'Atlantique. Donc, allons-y. Donc en fait, en gros, on considère que 22% des ressources énergétiques de la planète estimées sont exploitables. Voilà. Donc, ça, ce sont des estimations. Encore une fois, il faut les prendre avec beaucoup de parcimonie. Pour les minerais, c'est la même chose. Alors, c'est carrément... en minerais, il y a énormément de choses. On a des très grands projets. On a des projets d'uranium à Reva au Nunavut, dans le sud du Groenland. Il y a des projets de fer sur l'île de Baffin, des mines de charbon sur l'île d'Ellesmere, dans l'archipel du Svalbard, et de l'or. Alors, de l'or, il y en a énormément en Sibérie orientale et au Groenland. Et pour le diamant, n'en parlons pas, c'est Canada-Groenland. Donc on voit que le Groenland, demain, ça sera le nouveau Koweït. Alors, effectivement, on a quand même de très grandes ressources, mais il y a beaucoup d'obstacles. Alors, j'y viens. Je comprends pas pourquoi le PowerPoint, il est... On a beaucoup d'obstacles, tout simplement parce que, en fait, on a aussi des gisements décevants. Alors, on va y venir, est-ce qu'elle est là? J'espère qu'elle est là. Voilà. On a des gisements décevants.
En mer des Tchouches, par exemple, ou en mer de Sakhalin, alors Sakhalin c'est juste en dessous du cercle arctique, mais les conditions sont les mêmes, ou en mer de Baffin, et on a des conséquences directes pour l'exploitation et sur la trésorerie des compagnies. Parce qu'effectivement, on a l'exemple de Shell qui avait investi beaucoup d'argent en mer des Tchouches, tout au nord, au nord du détroit de Bering, et qui a perdu quand même 8 milliards de dollars. La forêt en pure perte, elle n'a rien découvert. On a aussi Cairn Energy, alors là, des projets comme ça, on en a beaucoup, je vous en ai mis quelques-uns, voilà, il y a tout ça. Donc ça, c'est on y va, on croit que, et puis en fait, c'est pas aussi beau qu'on pensait. Donc ça, c'est la première condition, ce sont des gisements qui sont décevants. Ensuite, on a aussi, des conditions climatiques qui sont extrêmement difficiles. Alors, voilà, ça c'est typiquement le cas. Là, c'est Cariaga, Timen Petchora, donc il peut descendre à moins 50, moins 55. C'est tellement difficile qu'effectivement, on est obligé d'injecter tout de suite de l'appareil film dans tout le système pour pas que les tuyaux se bouchent. En fait, les opérateurs ne peuvent pas intervenir plus de 10 minutes à l'extérieur quand il fait moins 40 ou en dessous de moins 40, ce qui est quand même très fréquent. Donc vous imaginez, les équipes sont obligées de se réveiller en permanence et elles sont obligées de rester sur place. Elles restent 4 semaines sur place et elles partent 4 semaines. Elles ne peuvent pas rester davantage. Ensuite, on a des coûts extrêmement élevés. Alors ça, par exemple, c'est le terminal arctique de Yamal, qui est un terminal effectivement de gaz. Alors ça, c'est 27 milliards de dollars, juste pour faire ça. 27 milliards de dollars sur 15 ans par des opérateurs de 3 pays différents, la Chine, la Russie, la France. Et de très gros opérateurs. Voilà. Ils ont pris un crédit à la banque pour 15 ans. Ensuite, effectivement, on a des plateformes pétrolières qui sont extrêmement chères. Alors celle-ci, c'est Priya-Lomnoya. Alors celle-ci, c'est différent. Elle a été composée par Eros à partir de plateformes pétrolières qui existaient déjà. Donc, elle est déjà dans des conditions extrêmes. C'est très compliqué de travailler sur cette plateforme-là. Mais les nouvelles plateformes, comme Goliath, dont je vous ai parlé en Norvège, c'est 6 milliards de dollars la plateforme. Sachant que les Russes estiment même qu'il faudra monter à 10 milliards de dollars et qu'eux ont dit qu'ils en voulaient 10 ou 15. Donc ça veut dire que 100 milliards de dollars pour poser des plateformes pétrolières. Par comparaison, dans le golfe du Mexique, une plateforme pétrolière, c'est 1 milliard. Donc en fait, une plateforme arctique, c'est 10 fois plus. Donc il intéresse que les gisements soient importants. Ensuite, il faut des navires spéciaux, on en a parlé, beaucoup plus cher. Et enfin, il faut des moratoires. Alors il y a d'autres obstacles, les derniers, ce sont les moratoires, les sanctions ou la baisse des prix. Effectivement, les moratoires, c'est arrivé dernièrement au Canada, aux États-Unis, où effectivement le président Obama et puis Justin Trudeau au Canada ont dit on ne force plus dans nos eaux arctiques. Donc, interdiction. Alors pour les États-Unis, c'était de façon illimitée. Pour le Canada, c'est pour 5 ans, si je me trompe. Donc les licences ont été supprimées en mer de Beaufort, en baie d'Hudson, ce qui fait que les compagnies ont dû rendre les licences. C'est sympa. Ensuite, il y a les sanctions. Alors là, on l'a vu aussi. Les sanctions économiques, effectivement, crise ukrainienne, l'Union européenne fait un moratoire sur le matériel. Donc en fait, il y a interdiction de livrer aux Russes du matériel ou du conseil. On n'a même pas le droit de leur apporter des conseils pour forer ou pour faire la prospection. Donc en fait, pendant un temps illimité, interdiction, sanction. Et puis, effectivement, ça c'est 49. D'accord, je ne me suis pas mis dans mes pages, il m'en manque une, c'est pas grave. Voilà, et pour les mines, alors voilà, excusez-moi, pour les mines, on a beaucoup moins de retraits, d'abandons et de reports. En fait, on a quelques abandons, mais essentiellement, alors on en a beaucoup au Canada, mais c'est essentiellement pour des questions de baisse des coûts. En fait, quand les coûts s'effondrent, les mines ferment. C'est arrivé à une grande mine qui s'appelle la mine de Nelly Civic au Canada, qui était ouverte pour montrer la faisabilité de l'exploitation arctique, et en fait, elle a fermé parce que les coûts se sont effondrés. Dernièrement, il y en a aussi une à Wolverine, dans le Yukon en 2015, et cette mine a aussi fermé et elle a laissé la vie qu'elle avait générée en plein. Donc voilà, on vient de voir ce que sont ces ressources arctiques. Alors, ce sont des ressources qui sont extrêmement fragiles, en termes d'exploitation et de prospection, puisqu'elles dépendent du climat géopolitique, des sanctions, de la baisse des cours et de la déception qu'on peut avoir à ne pas trouver les ressources qu'on attend. Ça, c'était pour les ressources traditionnelles, on l'a vu. Alors, il y a peut-être d'autres sources de richesse arctique vers lesquelles il faut se tourner. Je me dépêche, excusez-moi un petit peu, je regardais l'heure, c'était pour cette raison. Parce qu'effectivement, dans la vie, il n'y a pas que les diamants, l'or et le pétrole, il y a possibilité d'autres richesses. Il y a aussi les ressources potentielles émergentes et en recomposition. La première de ces ressources, c'est tout simplement le tourisme. En fait, je ne sais pas si parmi vous, certains sont embarqués sur des croisières
du Ponant notamment. Voilà, ça c'est un secteur en plein développement en Arctique. En gros, par an, on situe le tourisme arctique maritime, j'entends, à 100 000 personnes, à peu près. On ne peut pas mesurer les touristes qui passent par voie de terre, parce que moi, si je vais dans le sud de la Finlande et que je passe au cercle arctique, personne ne saura. Donc, ce n'est pas comptabilisé comme tourisme arctique. Donc, on considère que c'est du croisiériste. Alors, c'est le tourisme, je vais très rapidement dessus. Ça, c'est la taille d'un navire traditionnel qui va en Antarctique en Arctique. C'est des navires de taille moyenne, petite taille, même plutôt 200 personnes, c'est même assez petit. C'est des navires qui pourraient aller croître, mais ça entraîne beaucoup de complications. Des navires qui croissent, c'est beaucoup plus cher et qui plus est, c'est beaucoup plus de problèmes de sécurité. Donc ça, c'est la taille d'un navire tel qu'il se aujourd'hui en Arctique, et il est possible que dans l'avenir, ça soit des navires un peu plus gros, mais guère plus, parce qu'un navire de 4000 personnes qui sombre, alors qu'il n'y a pas de port à proximité, avec des froids à -55, ça reste peut-être assez difficile. Ensuite, deuxième source de richesse, c'est l'aquaculture, alors la pêche et l'aquaculture. En fait, aujourd'hui, les grandes zones de pêche se trouvent en mer de Norvège et en Russie, mais avec le réchauffement, les espèces qui ont été pêchées dans ces mers-là migrent dans les eaux qui sont les eaux internationales. Donc en fait, on considère qu'il y aura une augmentation de 30 à 70%, vous voyez quand même, c'est assez large, des captures dans les régions nordiques, mais ça sera contre 40% de baisse dans les pays tropicaux. En gros, on pêchera au nord, on pêchera plus au sud. Donc effectivement, c'est une pêche pour tous, puisque les pays qui n'ont pas le droit d'aller pêcher dans les zones qui appartiennent à la Russie et à la Norvège, pour l'instant, ils se disent, tiens, voilà, les ressources seront dans les eaux internationales, on va pouvoir y aller. La Chine, le Japon, l'Union européenne, la France, l'Espagne, ils vont pouvoir y aller. Mais, petit écueil sur les ressources halieutiques de demain, un tiers des espèces pêchées dans le monde ont vu leur effectif baisser de 90% depuis 1950. Donc, comme c'est un transfert de population halieutique, il est fort probable que cette baisse sera répercutée en Arctique. Donc, s'il y a un effet d'aubaine, il sera court. Donc, ce qui fait qu'il y a eu des moratoires. En 2012, il y a eu des scientifiques du monde entier qui sont réunis pour créer un moratoire et demander un moratoire sur la pêche. C'est un moratoire qui a été mis en place nationalement par les États-Unis en 2009 et le Canada en 2011. Alors, on se dit c'est déjà bien. Et en 2015, enfin, 5 États riverains de l'océan Arctique ont annoncé un accord qui interdisait à leur flotte de pêche d'opérer dans les eaux internationales de cet océan, en absence de coordination entre les États. Et il y a même des entreprises comme McDo qui ont dit en 2016 qu'ils n'utiliseraient plus de poissons qui viennent de l'Arctique. Donc c'est là, ces entreprises commencent à s'y mettre, c'est pas mal. Et pour l'aquaculture, ça c'est la deuxième chose, parce que s'il n'y a plus de poissons à pêcher, bon, moi, on va produire. Alors, l'aquaculture, c'est 2% de l'aquaculture mondiale, celle qui se fait en Arctique, et tout le monde la pratique, hein, à plus ou moins grande échelle. Alors, tout le monde connaît effectivement le saumon de Norvège, ou du Canada, voilà, c'est de grands producteurs, mais l'Islande aussi. Le réchauffement climatique permettrait d'étendre au nord ces élevages, et c'est ainsi qu'une entreprise comme Aquaspark, qui est le premier fonds d'investissement axé sur la pêche durable et l'aquaculture durable, veut investir 400 millions de dollars d'ici 2025 juste sur ces exploitations en Arctique. Enfin, alors, autre source de richesse, et ça on n'y pense pas non plus, c'est les technologies de pointe et le biomatériaux. Premièrement, il fait froid en Arctique, donc Google ou Facebook se sont dit, tiens, nous ça nous coûte très très cher de faire refroidir nos serveurs si on les implantait en Arctique. Et ça, le refroidissement, c'est gratuit. Donc effectivement, beaucoup y pensent. Il y a aussi des États qui veulent y stocker leurs archives. Donc certains États pensent à stocker leurs archives au Svalbard. Et aussi, il y a des graines, des greniers à graines au Svalbard pour la conservation des espèces. Donc ça, c'était effectivement, c'est une des grandes ressources. Alors, il y a des entreprises qui sont spécialisées là-dedans pour travailler sur les nouvelles technologies qu'on pourrait faire en Arctique. Alors c'est de technologie spatiale par exemple, puisque c'est le grand froid, justement les matériaux arctiques, on travaille sur des matériaux qui pourraient convenir à la technologie spatiale. Et enfin, il y a une autre chose, alors là on est dans la science-fiction, mais on verra. Il y a l'électricité en Arctique, ça c'est une grande source d'énergie, les États se ruent dessus, les États arctiques. Alors la première façon de produire l'électricité, en France on est bien placé pour le savoir, c'est le nucléaire. Alors jusqu'à présent en Russie, pour produire de l'Arctique, on produisait ça avec des centrales nucléaires dont on sait qu'elles ne sont pas toujours en bon état, ou quand les brise-glaces ne servaient pas, on les amarrait au large d'une ville, et puis on branchait, et puis le brise-glace alimentait la ville. Bon, les brise-glaces, ils en ont besoin, donc ils se sont dit, on va mettre en place des barges nucléaires, qui ressembleraient à ça, des barges nucléaires flottantes, qu'on amarrait aux villes sibériennes, donc à peu près des villes de 4000 personnes à peu près, et ça permettrait de fournir l'électricité. Alors bon, ce sont quand même des barges qui coûtent 740 millions de dollars.
Donc pour 4000 personnes, ça fait cher, la centrale électrique. Et en fait, il y a des oppositions, il y a des difficultés techniques, ce qui fait que en fait, des plateformes comme ça qui devaient être livrées en 2013, elle sera livrée en 2019. Si elle est livrée, un certain nombre d'opérateurs aussi en Russie disent qu'en fait, ça ne vaut pas le coup. Donc si le nucléaire ne vaut pas le coup, eh bien, que reste-t-il pour produire de l'énergie? Il reste la mer et le vent. À tel point que le futur de l'énergie dans l'Arctique, ce sont les renouvelables. C'est ce qu'a dit Rasmus Petersen, qui est justement universitaire à Tromsø en Norvège, et qui pense qu'effectivement c'est là-dessus qu'il faut axer la richesse arctique, c'est-à-dire sur les énergies renouvelables. C'est ce que compte faire le Groenland, puisque lui-même veut, d'ici 2020, produire 60% de ses ressources énergétiques via les ressources renouvelables. Les Russes aussi s'y mettent, puisqu'ils ont prévu de construire des grands champs d'éoliennes à Arkhangelsk et en Sibérie orientale. Bon, chaque projet en Russie, c'est 16 milliards de roubles. Bon, après, on a beaucoup de projets comme ça aussi dans les pays scandinaves. Donc, on le voit, l'Arctique, eh bien, effectivement, c'est riche, potentiellement riche. Les 30 années qui viennent nous montreront. Riche en ressources traditionnelles ou émergentes. En revanche, des ressources, c'est bien d'en avoir, mais faut-il encore pouvoir les exploiter et s'entendre pour les exploiter. Et on peut se poser la question de savoir si ces ressources seront des sources de conflits ou de coopération. Alors, la première des questions sur les conflits possibles, c'est de savoir à qui appartiennent ces ressources. Et donc, on a déjà des revendications sur les litiges territoriaux. En fait, on a deux grands types de litiges. On a les litiges sur les passages. En gros, votre bateau, il ne passera pas. C'est dans mes eaux, ça ne m'intéresse pas. Ça, c'est la position qu'on peut avoir en Russie ou au Canada, où le Canada considère que tout l'archipel qui est là, toutes ces îles lui appartiennent. Ce sont ses eaux intérieures. Par conséquent, on ne passe pas dans ces eaux intérieures sans son aval. Et quant aux Russes, vous voyez les îles russes tout au nord, là, ils ont étendu leur zone maritime au nord de leurs îles en disant entre les îles et nous, ça nous appartient, donc vous ne pouvez pas passer. Donc c'est un des litiges qui existe, ce sont des grands litiges. Alors on a des litiges pour ça entre la Russie et les USA pour le détroit de Bering. Le détroit de Bering, ça a été réglé en 90. Et les Russes ont dit, bon, temporairement on accepte, mais c'était temporaire. En gros, ils contestent la possibilité de partage des eaux entre les États-Unis et la Russie. Ensuite, on a un litige entre le Canada et la communauté internationale pour le passage dans ces îles, rien que ça, la communauté internationale. Ensuite, entre le Canada et le Danemark, pour le détroit de Nares, qui se trouve près du Groenland. Et ensuite, la Russie contre la communauté internationale, parce qu'effectivement, ce que je viens de vous expliquer, considère qu'on peut passer entre ces îles. Et ensuite, deuxième type de litige, c'est celle sur les zones de souveraineté, c'est-à-dire qui possède quoi et qui possède les ressources qui sont dans le sol. Alors là, on a beaucoup moins de litiges. On a des litiges entre la Russie et la Norvège, ça a été réglé plus ou moins en 2010, et entre le Canada et les USA en mer de Beaufort. On a aussi un litige qu'on voit là, c'est vers le trait bleu, c'est la dorsale de Lomonosov. En fait, qui possède cette dorsale possédera les ressources qui sont à 200 000 autour, en gros. Et donc, on voit bien, ça arrive sur le Groenland, et en fait, les Russes disent, ben non, c'est à nous. Les Danois disent, ben non, ça appartient au Groenland, c'est à nous. Et les Canadiens disent, ben non, c'est à nous. Donc en fait, pour l'instant, c'est pas tranché. Alors, les sorties de crise, ben justement, il y a trois types de sorties de crise. Alors, la justice internationale. Alors évidemment, vous pensez bien que les États qui sont contre tous les autres États ne vont pas dire, on va faire appel à la justice internationale. Ça ne les arrange pas. Il y a la négociation d'État entre États. Donc c'est ce qui est arrivé entre la Norvège et la Russie en 2010. On se met d'accord, Gentleman Agreement. Et ensuite, on a la guerre. Alors là, quand on voit à chaque fois qu'on voit les Russes qui envoient 3 navires ou qui occupent une base, tout de suite, on a l'impression que ça va être la guerre. Eh bien, il faut quand même relativiser cette histoire de guerre. Parce qu'effectivement, les médias le relaient vachement. On a de grandes démonstrations militaires, notamment du point de vue russe. On voit, il y a une base qui a ouvert récemment, c'est une base, la fameuse base en étoile, là. Donc les Russes réoccuperaient l'Arctique, etc. Il y aura donc une signe d'une tension croissante. Les États-Unis aussi montrent un peu les dents. Depuis 2013, par exemple, 13 des 16 agences de renseignement américains se sont dotées d'une cellule arctique. Voilà. Mais il faut quand même se rendre compte d'une chose. Alors moi, je trouve qu'il faut quand même relativiser parce que, les États-Unis ne s'intéressent pas beaucoup à ce troisième océan. Ils en ont deux. Et historiquement, ils ne se sont jamais beaucoup intéressés à ce troisième océan. À tel point que le président Trump, dernièrement, a demandé une réduction de 10% du budget des gardes-côtes. C'est quand même les gardes-côtes qui ouvrent la route. Enfin, par exemple, au Canada, c'est les gardes-côtes, leurs brise-glace qui ouvrent la route. Donc, les États-Unis, pas de navire pour ouvrir la route.
Et le département d'État, c'est 28% en moins. Donc on voit bien que ce n'est pas dans la priorité du président Trump. Ensuite, le différent principal qu'il pourrait y avoir en Arctique entre les grands pays, ben, c'est tout simplement entre les USA et le Canada, parce qu'ils ne sont pas d'accord sur leurs frontières entre l'Alaska et le Canada, tout simplement. Donc en fait, ils veulent déplacer la frontière. Et donc, on voit mal une guerre entre le Canada et la Russie, les États-Unis, pardon. Et ensuite, on a des signaux rassurants, parce qu'effectivement, ces États arctiques se sont engagés en 2007 à régler de manière pacifique leurs différends maritimes, sur la base de la Convention des Nations Unies dite de Montego Bay de 82. Donc en gros, ils disent qu'on va pouvoir se montrer un peu les dents, les crocs, mais qu'on ne se fera pas la guerre. Et enfin, dernier argument qui n'est pas des moindres, 95% des ressources énergétiques traditionnelles, donc les hydrocarbures, qu'on trouve en Arctique, sont dans les zones économiques exclusives déjà attribuées. Donc se faire une guerre pour 5%, ça semble un peu bizarre. Enfin, disons, hasardeux. Donc, s'il n'y a pas de conflit entre États et États, on part quelques petites anicroches, mais ça, c'est pas un conflit. Peut-il y avoir des conflits avec les peuples autochtones, ce qui empêcherait l'exploitation des ressources de l'Arctique? Alors, en 2007, il y a eu une charte des Nations Unies qui a été rédigée et qui dit, c'est le point 3, que les autochtones ont le droit de posséder et de contrôler leur territoire, terres et ressources. Effectivement, ça a apporté préjudice aux relations entre les autochtones et l'État canadien, notamment pour la chasse à l'ours. Par exemple, effectivement, l'État canadien dit on ne chassera plus l'ours, alors que les Inuits disent on chassera l'ours. Et donc, effectivement, les peuples autochtones se battent pour avoir droit à avoir leur mot à dire sur l'exploitation de ces ressources quand les États disent non. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et bien, effectivement, il y a parfois des conflits assez violents entre ces peuples et les États. Ensuite, il y a des conflits entre les multinationales et ces peuples autochtones. C'est arrivé, par exemple, où Areva, à Kikavik, dans le Nunavut, a été obligé d'abandonner son projet de forage d'uranium, de mine d'uranium à ciel ouvert, parce qu'il y a une prise de conscience des peuples autochtones qu'une mine d'uranium, c'est bien, mais c'est extrêmement polluant, et que les retombées se feront peut-être pas dans leur communauté. Donc, effectivement, typiquement, là, il doit y avoir une mine d'uranium, il n'y aura rien. Ensuite, il peut y avoir, et ça, on y pense un petit peu moins souvent, des conflits entre les associations écologistes, Greenpeace par exemple, ou MVS, ça arrive, et les organismes étrangers et les peuples autochtones. Alors c'est pareil, c'est-à-dire qu'effectivement, les peuples autochtones entendent pouvoir développer une ressource, chasse aux phoques, chasse à la baleine, chasse aux cétacés, et par exemple, Greenpeace dit non, on fait pression sur l'Union européenne pour dire on ne commercialisera pas, par exemple, de fourrure. Donc, c'est une ressource qui s'épuise. Heureusement, il y a des coopérations entre tous ces acteurs. Alors, je viens vite parce que je pense que j'ai un peu dépassé mon temps, donc je me dépêche, j'en suis désolé. Il y a une coopération entre tous ces acteurs. Donc, on va avoir une spécialisation par secteur d'activité entre les États, c'est-à-dire que chaque État dit moi je sais faire ça, je vais le faire. Donc, par exemple, la Corée du Sud, on sait que ça fait faire des bateaux, le Canada, des sous-marins, des câbles sous-marins, la Norvège, des pipelines. On a aussi des conglomérats de compagnies pour partager les coûts. Alors là, on voit très bien, par exemple, à Cariaga, on voit tout à fait, effectivement, qu'on a quand même un certain nombre de compagnies qui investissent autant pour pouvoir exploiter des ressources, parce qu'aucune n'a les moyens de le faire seule, même les plus grandes, même Total. À tel point que Total s'est retiré d'un certain nombre de projets. Vous voyez, par exemple, dans Cariaga, Total a dû abandonner parce que c'était trop hasardeux comme exploitation, trop difficile. Donc en fait, on a la création d'organismes privés pour une approche multilatérale. Donc je ne sais pas si vous avez entendu parler du cluster polaire français. Ce sont des entrepreneurs qui veulent intervenir dans le développement de l'Arctique. On a l'Arctic Business Council, on a cette spécialisation, on a les montages financiers comme celui-ci. On a aussi les coopérations internationales, le Japon qui décide de participer à des projets au Groenland, la Chine avec la Corée du Sud, l'Inde, la Russie, la Norvège. Donc on voit qu'il y a vraiment des pays qui sont de zones totalement différentes. Et on a aussi des laboratoires et des instituts de recherche qui sont en Asie, qui s'intéressent énormément et qui participent au développement de la recherche en Arctique. Vous voyez tout ça, ce sont que en Chine, Japon et Corée. On voit que ce sont des pays qui s'intéressent énormément au développement de l'Arctique. Donc le problème actuel de l'exploitation de ces ressources en Arctique, effectivement, on peut se dire qu'il y aura une coopération, donc il n'y aura pas de problème. C'est ce qu'on peut le voir. Mais une coopération sans règles, ça va être très compliqué. Et c'est ce que déplore un certain nombre d'opérateurs, j'en finirai là-dessus. On a effectivement le droit n'est pas contraignant. C'est-à-dire quand les pays de l'Arctique décident prennent une décision, mais personne ne peut contraindre les autres pays à la respecter. Ce qui fait dire
au directeur adjoint à l'Université de Calgary au Canada des affaires stratégiques, c'est Rob Hubert, que justement le problème des partages, des coopérations, des ressources restera vivace dans le siècle qui vient si on ne force pas un petit peu le droit. Ensuite, on a Timo Puivu-Kuprova, de l'Université de Laponie, qui lui dit qu'effectivement, rien ne dit que l'approche actuelle, c'est-à-dire qui est un peu basée sur le consensus de tout le monde veut bien, mais avec beaucoup de souplesse, permettra de développer les ressources arctiques facilement et dans l'harmonie. Et on a l'inverse, les partisans de la souplesse, alors que lui, c'est Oran Jung, qui est l'université de Tromsø en Norvège, qui dit tout simplement, et là j'en finirai avec ça parce que ça clôt cette question de l'Eldorado, il ne pense pas qu'il faille mettre un policier derrière chaque État, tout simplement parce que lui ne croit pas qu'il aura une ruée sur l'Arctique. Il n'y en aura pas. Donc il dit concrètement, demain, pas de ruée sur l'Arctique, pas la peine de changer les règles, les ressources ne sont pas exploitables. Donc moi je vais conclure et je finis en deux mots. La femme de feu Jean-Christophe Victor, Virginie Resson-Victor, disait qu'il faut considérer l'avenir des possibles, moi j'aime beaucoup, l'avenir des possibles en gardant en image et en tête ce qui sera, parce qu'on ne sait pas ce que sera demain. L'Arctique sera donc probablement une ressource d'exploitation énergétique, une source de richesse, mais on ne peut pas savoir davantage, on ne peut pas savoir concrètement ce qu'il en sera. Et l'important, c'est pas vraiment là, l'important, c'est de savoir comment ça sera exploité, parce que justement, ça ne sera pas cet Eldorado si l'Arctique devient une grande zone polluée dans laquelle on extrait des ressources pour une croissance économique qui ne durera peut-être que 20-30 ans. Voilà. Donc en fait, c'est plutôt ça le vrai problème, plus de savoir s'il y a beaucoup de pétrole ou pas. Et donc en fait, c'est un autre sujet. Merci beaucoup. Désolé d'avoir dépassé le temps. Pas du tout, au contraire, c'était très bien tenu. Donc on va effectivement vous donner la parole. D'abord, merci Fabrice pour la précision impressionnante et en plus des documents extrêmement récents. Il faut bien comprendre que bien souvent, dans les manuels ou dans les ouvrages, voire même dans les émissions de télévision, on a des documents qui datent encore sur cette région de 2010. Nous sommes en 2017 et tous les documents que vous avez vus passer ont été des documents extrêmement récents. 2015 pour les plus anciens et 2017 avec des informations très récentes et particulièrement pertinentes pour la plupart de ceux qui nous a été fournis. Donc, la parole est à vous, le micro peut se promener. Bien entendu, nous connaissons la tendance de Marc de Welder, que vous entendrez le 17 mai prochain sur l'Afghanistan et sur le Pakistan, mais il a visiblement quelque chose à dire sur l'Arctique, et comme traditionnellement, dans tous les lieux de conférence en France, que ce soit au Festival de géopolitique de Grenoble, que ce soit au festival, au rendez-vous de l'histoire de Blois, que ce soit au Festival international de géographie de Saint-Dié, c'est toujours Marc de Welder qui pose la première question. Donc il la posera aussi ce soir. C'est notre fardeau et c'est ma croix. Merci Bruno. C'est toujours plus facile de poser la première question, c'est avant que les autres réagissent. C'était pour revenir sur la Russie, parce que tu nous as montré donc toutes les difficultés énormes d'exploiter l'Arctique. Et donc ma question c'était par rapport à tous ces brise-glaces russes et cette volontarisme de Poutine, dont on reparlera l'année prochaine, Poutine, Trump et Erdogan, on vous parlera de ça la saison prochaine géopolitique, savoir si c'est politique les raisons de cet intérêt russe, ou s'ils ont quand même s'il n'y a pas des centaines de bateaux qui passent par là, des intérêts économiques et financiers qui justifient ces sommes énormes, des brise-glaces, des installations, etc. Donc, est-ce que c'est rentable ou c'est plus un pari politique? En fait, c'est rentable. Non, c'est rentable pour certains gisements. Par exemple, je n'en ai pas parlé là, mais on a le gisement de Stockman, c'est le deuxième gisement de gaz après le Qatar. Donc en fait, la question, c'est de se dire, en fait, c'est au contre-coût de l'exploitation. Est-ce que ça vaut le coup pour l'environnement, pour les peuples, par exemple? Les Russes s'embêtent beaucoup moins que nous à se poser ce genre de questions. Enfin, quand je dis nous, Total ne s'embête pas. Il y a une hypocrisie dans les pays occidentaux là-dessus, c'est-à-dire qu'effectivement, on promeut la coopération économique et culturelle, et on reproche, on dit à l'Union européenne, ouais, vous n'êtes pas assez économique, etc.
mais il y a aussi un lobbying derrière, des grandes compagnies pétrolières, énergétiques, qui vont prendre leur part du gâteau. Là, on le voit bien, on le voit très bien. Qui vont prendre leur part du gâteau, parce que voilà, dans les conglomérats avec les Russes et les Chinois. Donc, il y a une raison politique, parce que pour les Russes, ils vivent avec l'Arctique, et pour eux, c'est pas loin, parce que Saint-Pétersbourg, c'est l'Arctique. Donc, ils vivent vraiment avec, ils appellent ça leur nouvelle frontière, mais tout simplement. Ensuite, effectivement, c'est politique, parce que c'est une façon de dire, maintenant, nous, on n'est plus les perdants, entre guillemets, de la mondialisation, on a un grand territoire, ben justement, cette fois-ci, ça va nous avantager, parce que, effectivement, à chaque fois, je ne sais pas si j'ai réussi à bien le montrer, mais les Russes sont gagnants à chaque fois. Les grandes ressources, c'est chez eux. La moitié du gaz, c'est chez eux. Le pétrole, c'est chez eux. Les bateaux, c'est eux qui les ont. Et donc, ils sont prêts à vraiment investir pour retrouver une grande place dans le monde. Et ils savent que les Américains ne sont pas bien placés là-dessus. Et que globalement, les Américains, l'Arctique, ils ne savent pas trop ce que c'est. Enfin, parce que, par exemple, les Américains ont très peu de navires qui sont capables de naviguer en Arctique. Ils ont des sous-marins. Alors à ce moment-là, ça s'appelle, c'est une guerre c'est une guerre de missiles. Mais c'est pas une guerre conventionnelle. Ils n'ont pas l'investissement nécessaire, ni le Canada d'ailleurs. Coupe budgétaire. Les Russes, ils disent, on investit. Donc c'est vraiment politique, et ils savent que leurs ressources, à un moment, ça paiera. À tel point qu'ils ont fait là, on le voit ici, dans le premier d'ailleurs. Non, c'est peut-être le deuxième. Voilà. La péninsule de Yamal est exploitée avec un consortium chinois qui s'appelle la route de la soie. En gros, les Chinois ont prévu de construire une ligne de chemin de fer en partenariat avec les Russes pour exploiter les ressources de l'Arctique et pour aller alimenter le marché européen. Et en fait, c'est le transsibérien du Nord, quoi, avec les Chinois. Voilà. Donc non, pour les Russes, c'est très très sérieux. Alors après, Poutine, il fait un petit peu, il explique que tout ira très bien, c'est normal, les opérateurs économiques, ils disent toujours très bien, ça ira très bien. Shell aussi disait, ça ira très bien en mer des Tchouches. Puis quand ils sont repartis avec 8 milliards de dettes, ils ont fait de pertes, en fait. Voilà. Une question. Je suis désolé si je peux aller un peu vite parfois, mais faire tenir en 1 heure, parce qu'il y a énormément de choses sur cette économie, c'était un petit peu serré. Oui, c'est peut-être une question sotte ou saugrenue. Apparemment, sur la Sibérie, on a le sol et la boue, enfin le permafrost, donc très peu d'altitude. Le Groenland, par contre, c'est, sur ce que j'ai pu entendre dire, 2000 mètres de glace d'épaisseur qui est en train de fondre à une certaine vitesse. Donc on a vu sur les cartes, l'extérieur du Groenland, il y avait de la population. L'intérieur, on ignore tout ce qu'il y a comme ressources. Je voulais savoir, le Groenland, il faudra attendre pour exploiter le centre. On espère qu'on ne le connaîtra pas parce qu'on aura peut-être 6 mètres de hauteur de plus d'eau au niveau de la mer. Par contre, est-ce qu'il y a d'autres zones dans le périmètre de l'Arctique que vous avez traité, de la Sibérie, de l'Alaska, etc., qui ont aussi des masses énormes de glace, comme le Groenland? En fait, le Groenland, comme c'est un glacier, automatiquement, c'est là où on a le plus de glace, parce que c'est l'Islandis groenlandais. Mais d'après les dernières mesures, ils font vraiment, enfin, ils se fissurent, il est en train de fondre. Alors avant que l'Islandis soit fondu, c'est improbable que l'Islandis groenlandais fonde totalement. Donc effectivement, les ressources qui sont au centre, d'ailleurs on le voit sur la carte, elles ne sont pas, s'il y en a, elles ne sont pas exploitables immédiatement, de loin pas. Sous un glacier comme celui-ci, c'est pas possible. Parce que de toute façon, si l'Islandis groenlandais fond, c'est 7 mètres d'eau. Les océans vont monter de 7 mètres d'un coup. Donc, alors, si l'Antarctique en plus, c'est les 2 Islandis au monde, les 2 grands. Non. Donc effectivement, sur la glace, comme ça, en fait, vous en avez beaucoup. Vous n'avez pas de telle épaisseur de glace en Sibérie orientale, etc., tant qu'il n'y a pas de glacier. Ça, c'est vraiment l'Islandie, c'est une spécificité, en fait. En revanche, effectivement, les terres du Sibérie orientale sont gelées, c'est carrément 10 mois sur 12, quoi, en fait. Enfin, ils sont gelés, mais recouverts de glace, c'est ça, 9 à 10 mois de l'année, quoi. Il y a des terres qui ne dégèlent jamais. En revanche, moi, je ne sais pas, pour les observateurs, j'ai plusieurs amis qui sont en ce moment sur différentes zones, notamment en Sibérie orientale, qui étaient au Groenland, en Alaska. Effectivement, il y a des endroits où, étonnamment, la glace est plus épaisse que d'accoutumée. Là, au Groenland, par exemple, sur la côte est, la glace est plus épaisse que d'accoutumée, que normal. Maintenant, il faudra un peu de recul scientifiquement pour savoir pourquoi, en fait. Mais ça ne veut pas dire que la glace ne fond pas globalement. On a la même chose... et inversement, j'ai un ami qui était sur un brise-glace il y a peu de temps.
russe en Sibérie orientale, il me disait que la route était relativement bien dégagée, alors qu'en cette saison, il n'aurait pas dû. Et en Finlande, la glace s'est formée très tardivement cette année, en janvier ou le novembre. Donc en fait, on a des signes très contradictoires. Donc il faudra attendre quelques... Je pense qu'il faudra... On est au tout début du phénomène en fait. Donc d'ici 5-10 ans, on saura un petit peu mieux quelle est la constante. Ouais. Il y a d'autres questions, le passage de relais, voilà, se fait. Ah ben là, vous l'avez. Est-ce qu'il y a eu des comment je réfléchis à la question. Pour la pollution, est-ce qu'il y a eu des mesures de prise? Oui, des mesures. En fait, le Conseil de l'Arctique est né de ça en fait. C'était au départ, on voulait faire un moratoire sur l'Arctique, mais c'est pas possible de faire un moratoire sur cet océan qui est possédé, va-t-on dire, pour une certaine partie par des pays habités qui ont une économie, c'est pas comme l'Antarctique. Donc faire un moratoire, c'était assez difficile, voire impossible. Donc en fait, le Conseil de l'Arctique a été créé pour ça, c'est-à-dire pour gérer les questions de pollution. Et parfois, ça marche assez bien. Par exemple, il y a eu des projets de l'Union européenne, par exemple, pour aider les Russes à dénucléariser. Par exemple, la nouvelle Zambel, par exemple, qu'on voit, ou la mer Blanche, où il y a eu beaucoup de pollution radioactive nucléaire. Mais les États n'ont pas la même politique. La Russie va tout à fond train et se préoccupe moins de la question de pollution que, par exemple, l'Union européenne ou que le Canada. Par exemple, le Canada, si le Canada, en grande partie, interdit le passage, considère que les eaux de ces îles sont ces eaux intérieures, alors que la communauté internationale considère que ce sont des passages libres, puisque ce sont des détroits, c'est tout simplement parce qu'ils ont peur d'une marée noire, parce que les Canadiens savent que de nettoyer ça, c'est pas possible. Donc eux, ils ont pris les mesures. Ils interdisent aux navires de passer. Et les Américains, en 70, dès 70, je rappelle, avaient fait passer en douce un pétrolier pour voir si ça passait, sans prévenir les Canadiens. Les Canadiens ont dit, bon, depuis maintenant, ça c'est à nous, et vous y passerez plus. Parce que justement, ils ont peur d'une marée noire. Les Russes se posent moins cette question de la pollution. Et indépendamment, si les Russes s'intéressent au cercle polaire, il doit y avoir aussi une question stratégique. Oui, de toute façon, c'est la base, ça doit être la base. Ils s'y sont intéressés très tôt, de toute façon, mais pendant la guerre froide, c'était très pratique pour lancer des vecteurs. Les sous-marins sont indétectables sous la banquise, et c'est très pratique pour lancer des missiles. On est au cœur des États-Unis. C'est immédiat et indétectable. Donc c'est pour ça d'ailleurs que les Américains, disons le Pentagone s'y intéressait aussi, dans la mesure où ils ont 63 sous-marins qui pouvaient lancer des missiles depuis la... Presque autant en dessous qu'au-dessus. Oui, voilà, tout simplement. En revanche, les Russes, ils considèrent que ça leur appartient. En fait, voilà. Ils considèrent que l'Arctique leur appartient. Ça se comprend, c'est leur frontière, ils n'ont pas envie de voir les États-Unis, juste... ils ont déjà les États-Unis de l'autre côté. Voilà. Et la Chine, la Chine, elle se considère comme un État, maintenant elle l'a dit officiellement, comme un État proche arctique. Nouvelle politique des Chinois. Et Singapour, je l'ai cité tout à l'heure, s'y intéresse tout simplement parce que pour ravitailler Singapour, se disent est-ce que ça vaut le coup, pas le coup. Voilà. Et le Japon aussi s'y intéresse énormément. L'Inde aussi. Tout le monde s'y met. C'est l'extension, c'est l'Arctique au sens large. Oui, c'est pour ça que j'ai présenté les 5 définitions, parce qu'en fait, on s'imagine que c'est que la banquise de l'Arctique, mais ça peut descendre très bas. Les populations arctiques, elles descendent jusqu'au 48e parallèle, quoi. C'est Genève, quasiment. Donc on ne se rend pas compte, mais on se dit, ça va très loin. Et je rappelle, par exemple, que quand on est dans le nord du Japon, c'est déjà le climat arctique. C'est presque la même chose. Sakhalin, c'est pas en Arctique, et pourtant, les forages pétroliers là-bas, russe, c'est très important. Et Kouril aussi. D'autres interventions sont attendues. Et juste ce dernier point aussi, là j'insiste sur ce point parce que quand on discute avec les différents acteurs du développement arctique, on n'a vraiment pas les mêmes sons de cloche et vraiment on a des sons de cloche extrêmement opposés. C'est pour ça que j'essaie de présenter plutôt des diversités de points de vue parce que les gens ne sont pas d'accord. Et donc, jusqu'à ce que les faits donnent raison aux uns ou aux autres, on aura des camps antagonistes. Et moi, je considère qu'il est bien de présenter les deux points.
Oui, Valérie. Voilà. Alors, on va essayer de faire passer. Hop. Tenez, si vous voulez bien vous approcher. Merci. Voilà. Merci. J'ai une question par rapport au climato-sceptique, le fait de l'être ou de ne pas l'être. Quelle incidence ça a par rapport justement à la gestion de l'Arctique? Parce que, par exemple, Poutine est ouvertement eurosceptique, mon Dieu, climato-sceptique, Eurosceptique aussi, de même que d'ailleurs, hein. maintenant Trump également. Bon, qu'est-ce que ça peut avoir comme incidence? La première des incidences, c'est d'éviter le principe de précaution. On fort ici, il n'y aura pas de problème, c'est pas notre faute. Donc, en fait, déjà, quand on est climato-sceptique, on dit que ce n'est pas la faute de l'industrie humaine s'il y a un réchauffement climatique. Moi, j'ai rencontré deux types de climato-sceptiques. Il y a ceux qui disent il n'y a pas de réchauffement climatique, ça c'est fait. Et ensuite, il y a ceux qui disent oui, mais il y a un réchauffement climatique, d'accord, mais c'est pas notre faute. Donc, continuer à exploiter les ressources fossiles, c'est pas un problème, puisque c'est pas la source de nos ennuis actuels. Donc, puisqu'on peut forer, allons-y. Et donc, disons, les climato-sceptiques ont tendance à se reposer sur les études les plus larges d'estimation des ressources. Celle que je citais en 2008, c'est celle qui a été reprise partout. Mais en fait, personne n'en sait rien. Enfin, en 2008, on dit qu'il y aurait possiblement 13%, 30%, voilà, mais elles ne sont pas prouvées. Donc, les chefs d'État qui sont climato-sceptiques se disent, très bien, nous on va investir, puisque de toute façon, ça n'a aucune incidence sur le climat, on va investir, et comme de toute façon, ça va fondre de toute façon, eh bien allons-y, parce que ça sera la nouvelle manne. Donc c'est pour ça que les Russes investissent énormément, parce que ça les arrange en fait. Et peut-être qu'ils ont raison, enfin, pas pour le climato-sceptique, ça c'est personnel, mais ils ont peut-être raison d'investir à ce point. Mais effectivement, la grande difficulté, c'est que, par exemple, moi je suis en relation avec certains Inuits qui disent, non, nous, on se fait déposséder de nos choix et de nos terres. C'est comme ça qu'on fait avec les peuples autochtones, par exemple. Quand on arrive, on leur fait signer un contrat, on leur dit, voilà, vous n'avez plus les droits d'ancestralité sur vos terres, en revanche, ce qu'on peut faire, c'est qu'on vous indemnise, et vous aurez le droit de regard sur l'exploitation. Donc en fait, on ne remet plus en question le fait d'exploiter, on remet en question, disons, le montant du chèque qu'on va faire en fin de mois. Et voilà. Et donc ça marche assez comme ça, c'est-à-dire, moi je vois la première conséquence, c'est la conséquence, on y va les yeux fermés, c'est-à-dire, c'est une marée noire sous la glace, comment on fait, personne ne sait comment on fait, personne ne sait nettoyer sous la glace. Ensuite, il faut savoir que le pétrole, c'est à la lumière que ça dégrade dans l'eau, sous la glace, il n'y a plus de lumière. Donc, voilà. Donc en fait, on peut pas, on y va à l'avance et puis on verra bien. Ça arrivera une ou deux fois, moi j'entends, peut-être 3 fois. Alors après, il y a les partisans plutôt du développement régulé. Mais est-ce que c'est possible de faire dans des conditions extrêmes comme celle-ci, de faire un développement régulé? On n'est pas dans le... On a vu au golfe du Mexique, bon, il y a des tornades, des cyclones, en théorie, les plateformes pétrolières sont censées résister. Mais même dans des conditions qui sont correctes, il y a des problèmes. Alors en Arctique, on imagine bien. Et le dernier point, c'est les autochtones, ils perdent toute leur culture, effectivement, parce que on fait des gisements, on met des oléoducs, des gazoducs, et par exemple, transhumance des rennes, c'est un problème actuellement. Il n'y a plus de transhumance. Il y a des endroits, enfin il y en a, il y a des endroits où il n'y a plus de possibilité de transhumance. Péninsule de Yamal, problématique. Parce que les terres ancestrales sont coupées. Donc en fait, les deux gros problèmes sont environnementaux et autochtones, et on dit, mais non, on alignera l'argent. Quand il y aura un problème, on l'alignera. Voilà. Alors la seule façon de faire, c'est ça l'ironie de la chose, la seule façon de faire pour pas qu'il y ait de l'Arctique, pour pas qu'on forme en Arctique, c'est quand même assez hallucinant, c'est qu'il faut qu'il y ait, tant on reste dans ce schéma des énergies carbonées, il faut qu'on trouve de l'énergie carbonée ailleurs. Donc ce qui sauve l'Arctique jusqu'à présent, c'est les bas coûts du pétrole. Donc il faut espérer que ça reste à 20 $, 30 ou 40, on s'en fout, parce qu'en dessous de 60, ça vaut pas le coup, 60 à 100 $. En deçà, ça vaut pas le coup. Et qu'est-ce qui fait que justement, on trouve du pétrole à 40 $, c'est le schiste, gaz de schiste ou pétrole sale, bitumineux. Donc en fait, on arrive à préserver parfois un peu l'Arctique en, excusez-moi du terme, dégueulassant d'autres régions. Et quand on arrêtera de dégueulasser les autres régions, tant qu'on restera dans ce circuit-là, eh ben on se dira, maintenant c'est bon, on va y aller en Arctique parce qu'ailleurs on a épuisé. Bon, voilà. La pression économique est très forte sur les chefs d'État. Bonsoir. Madame un peu l'air de sous les pieds, mais je voulais poser la question.
Donc si on commence à exploiter dans l'Arctique, au niveau des transports et au niveau des matières premières, est-ce qu'on ne risque pas d'accentuer, mais de façon très rapide, la fonte des glaces et autres? Chose, actuellement, la pollution est faite, on va dire, des milliers de kilomètres en amont, en aval plutôt, et donc en travaillant sur place, on va accentuer cette fonte et autres. Est-ce que pas de créer une réaction en chaîne et qu'on ne pourra plus maîtriser? Alors ça c'est très possible, effectivement. Alors c'est là qu'on voit qu'il y a des universitaires qui s'opposent à des économistes par exemple, ou des personnes qui sont plus versées dans le développement économique, tout simplement parce qu'effectivement, alors il y a plusieurs choses. Il y a les rejets liés à l'exploitation pure. Bon, une plateforme pétrolière, il est vrai que ça ne produit pas plus d'énergie que ça. Les navires polluent assez, mais on sait faire des navires qui polluent beaucoup moins. C'est vrai que ça se rappelle c'est du pétrole brut, du pétrole lourd. Donc c'est du bunker, on appelle ça du bunker, le carburant pour un navire marchand. Donc effectivement, c'est très très polluant, mais on sait faire des filtres maintenant. Bon. Le problème, c'est pour ça que j'ai cité le permafrost au début, c'est que le permafrost y fond, et avec cet emballement, c'est du méthane qui est libéré. Alors le méthane, test de résonance, et là, ça va fondre d'autant plus vite. Et après, on ne sait pas. Le problème, il est là, c'est on ne sait pas, et où, parce que l'Arctique, c'est qu'une région du monde. Effectivement, si le réchauffement climatique pourrait faire fondre en partie la banquise, mais paradoxalement, il pourrait y avoir plus de glace, il pourrait y avoir un retournement. Enfin, les scientifiques ne sont pas d'accord les uns avec les autres. En fait, sur les zones, sur comment ça va se passer. Moi, je vais vous donner un aperçu sur 30 ans, mais même à 30 ans, il y a des gens qui disent, bon, on n'est pas vraiment certain. Oui, mais en fait, effectivement, on craint un effet d'emballement. Ça, c'est certain. Et d'ailleurs, c'est bien pour ça que les espèces remontent. Hein. Enfin, pour les eaux, c'est clair, hein, des espèces qui ne sont pas capables de vivre dans des eaux glacées qui remontent, c'est qu'a priori, il y a vraiment un gros réchauffement. Et il n'est pas probablement seulement imputable à tiens, ces espèces qu'on ne pas. Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс.